Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce rendez-vous désormais incontournable quand on parle RH, recrutement, marque employeur. La nouvelle édition de l'étude entreprise préférée des 20-30 ans vient de sortir. C'est la 12e édition que nous vous présenterons. Une étude exclusive et nous finirons par la séquence remise des beaux diplômes et des prix aux entreprises préférées des jeunes diplômés évidemment et des jeunes plus largement. Deux tables rondes au préalable pour échanger et discuter et je commence tout de suite avec mes premiers invités. À ma droite, Malena Gufflet, directrice générale de Pluxee. Alors Pluxee, c'est le principal partenaire mondial en matière d'avantages et d'engagement des employés. Pluxee, ça fait partie d'une grande maison et ça a changé de nom il n'y a pas longtemps. Rappelez-nous en 2 mots. Tout à fait. Nous avons près de 50 ans d'expérience dans ce domaine et nous sommes issus de la scission avec le groupe Sodexo. Sodexo, et voilà, il fallait les citer. À votre droite, Pierre-Henri Avrin, directeur du recrutement et de la mobilité France. Vous êtes membre également RH, du COMEX RH chez BNP Paribas. Je ne vais pas vous faire l'offense de vous demander ce que c'est BNP Paribas. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que les banques recrutent beaucoup de jeunes diplômés. On continue de recruter beaucoup, ouais. Notamment de jeunes qui font Combien deux tiers de nos recrutements. Deux tiers de nos 3 à 5 000 recrutements externes Ah par oui, an. quand même, Ouais. ça fait beaucoup. Pour un effectif de, rappelez-nous. Pour un effectif d'environ 55 000 collaborateurs. Voilà. Bah, dis donc, Et c'est aussi 2200 alternants à peu près par an qu'on recrute chaque année. On espère d'ailleurs que l'alternance continuera. Peut-être que Émeric nous donnera des informations. Émeric Morin, directeur général adjoint chez France Travail. L'alternance, c'est important. Vous nous ferez tout à l'heure un petit topo sur la situation de l'emploi parce qu'évidemment, de votre posture, votre poste d'observation, vous suivez ce qui se passe. La tendance est bonne ou... On a une bonne vision effectivement de l'évolution du marché du travail. La tendance est un peu mitigée, je dirais, D'accord. en demi-teinte. Ne commencez pas tout de suite à nous plomber le moral, Émeric, mais en tout cas, il y a des espoirs. Le sommet de l'IA nous a démontré qu'on pouvait encore avoir quelques espoirs pour investir. Et l'expert en marque employeur, vous le connaissez tous, en tout cas moi je le connais bien, Alain Damon, directeur associé au sein de l'agence Eboquin, bienvenue. Salut. Alain. Et puis à ma gauche, il sera le fil rouge de toute l'émission, Pierre Charbonnet, directeur général adjoint, directeur du pôle marque et transformation. Chez Occurrence, c'est lui qui fait l'étude chaque année et qui nous présente ses beaux résultats. Des résultats intéressants cette année encore. Tout à fait, vraiment. Il y a des choses qui se poursuivent, des tendances, mais aussi des résultats qui bousculeront les choses. Je vous le disais, nous allons commencer tout de suite avec vous, Émeric Morin, pour avoir votre regard sur le marché de l'emploi. Quelles sont les tendances que vous avez analysées, décryptées et ressenties ? Je vous le disais, Gilbert, effectivement, une tendance en demi-teinte. On est aujourd'hui globalement sur le marché du travail dans un contexte de ralentissement. Ralentissement modéré, mais ralentissement tout de même, probablement en partie lié à la nécessité de rééquilibrage post-période Covid. En tout cas, on l'espère. Et en revanche, ce qu'il faut souligner, c'est que ce contexte, il est quand même particulièrement difficile pour les jeunes. On le sait, dans les périodes de dégradation du chômage, ce sont notamment les jeunes qui sont les premiers affectés, mais on a d'autres populations qui peuvent être également affectées, les personnes en situation de handicap ou les seniors. Par exemple, si on prend les chiffres des demandeurs d'emploi sur l'année qui est écoulée, au niveau global, on a une augmentation à peu près de un peu moins de 2% du nombre de demandeurs d'emploi sur l'année écoulée. Sur les jeunes, on est plutôt à 4%. Donc on voit une augmentation qui est plutôt au niveau du double. Donc c'est quand même un contexte qu'il faut. On sait d'ailleurs si c'est plutôt les non-diplômés et les diplômés. Généralement, les diplômés s'en sortent plutôt mieux. Alors clairement, et ça c'est un élément plutôt positif, c'est que bien sûr le constat traditionnel du fait que le diplôme est évidemment un accélérateur, protège du chômage et facilite l'accès à l'emploi, il se vérifie toujours aujourd'hui. Sur l'accès à l'emploi, par exemple, si on prend cet indicateur-là, on voit que l'accès à l'emploi, il est pratiquement double entre une personne diplômée du supérieur par rapport à un diplômé du secondaire. C'est quand même très massif. Et si on regarde aussi le maintien d'emploi, on voit la même chose. Si on regarde à 3 ans, les jeunes qui sont toujours en emploi, on voit qu'effectivement, même si l'écart est moins fort, on voit effectivement une nette avancée pour les jeunes diplômés, clairement. Bon, on va parler des jeunes diplômés. Donc on va essayer de trouver du positif dans tout ça. C'est vrai que les incertitudes dans lesquelles nous a plongé la situation politique notamment, bien nous questionnent évidemment. Alain, nos jeunes, ils sont comment? Alors vous aidez les entreprises pour la marque employeur, pour trouver les messages les plus efficaces. Un regard, une expertise encore, si vous avez... Je ne veux pas rajouter au petit brin de pessimisme qui a été évoqué, mais moi je suis frappé par le fait que cette population, même cette génération, est finalement
très au fait, très mature, très en prise avec ce qui se joue dans le monde de l'entreprise et le monde du travail. Et il voit bien que, tu parlais de crise économique, c'est la crise économique, il voit bien aussi que la voilure de recrutement de pas mal d'entreprises se réduit un tout petit peu. Nous, on accompagne beaucoup d'entreprises sur des sujets internes de mobilité, par exemple. Et il y a peut-être soit un retournement, soit un effet correctif par rapport au post-Covid, où là, on était dans une session de rattrapage, où le rapport de force avait quand même pas mal changé. Et les candidats se sont dit, ben, voilà, en fait, on s'en sort très très bien, c'est nous qui avons la main. Là, ils sont un peu inquiets. Ils se disent, ça risque d'être un tout petit peu compliqué quand ils se projettent sur l'avenir, on va voir ça. Néanmoins, et le deuxième point, c'est qu'ils sont inquiets, mais ils n'en restent pas moins incroyablement exigeants. En plus, comment peuvent-ils se permettre? Comment Non, mais il y a vraiment ils veulent beaucoup de choses. Ouais. Ils veulent, on en reparlera des sous, ils veulent de la rémunération depuis un bout de temps, c'est le ne premier dites critère. pas les résultats tout de suite. Mais ils veulent aussi de la bienveillance, ils veulent du respect, ils veulent des managers impliqués, ils veulent le résultat de leur travail. C'est pas nouveau. Mais chaque année, ça se confirme. Pour la première fois, on parle d'intelligence artificielle dans cette étude. On en reparlera un peu plus tard. Ils veulent, sur l'intelligence artificielle, l'utiliser tout le temps, comme ils veulent. Et ils veulent être formés à ça. Donc l'émission est finie, puisque Alain Damon nous a tout dit. Pierre, je suis désolé, vous êtes venu absolument pour Il y a rien. plein de choses. Inquiétude, mais néanmoins exigence. Exigeants, Malena, ils sont exigeants? Oui, ils sont exigeants, ils ont raison d'être Ils ont exigeants, raison. on l'est aussi. Nous, dans ce secteur en demi-teinte, chez Pluxee, on est en croissance, on continue de recruter, donc on accueille des jeunes diplômés et on sent cette tension, donc on essaie de les mettre le plus à l'aise possible dans le cadre de leur onboarding dans l'entreprise. Même question pour vous. Oui, il y a des évolutions, mais ça reste quand même un marché de candidats. En tout cas, nous, on sent que voilà, pour continuer à avoir les meilleurs profils, on continue à être dans une logique où on doit séduire, on doit proposer des projets qui soient attrayants, au-delà de toutes les conditions qu'on va adresser, mais ça reste un marché de candidats. Ouais. C'est une bonne chose. Oui, c'est très bien, pour une fois. C'est les jeunes qui ont la main et c'est très bien. Alors Pierre, c'est à vous. Sur la méthodologie, parce que c'est important, parce que c'est quand même un sacré échantillon. On remercie aussi France Travail qui nous a aidés quand même sur cette aventure. Tout à fait. Donc on est dans la 12e vague du baromètre. L'Institut Occurrence pilote cette 12e vague comme elle a piloté la 11e vague. Donc on a un petit peu plus d'antériorité. Mais le grand spécialiste, c'est évidemment l'agence EPOCA qui a lancé il y a 12 ans ce baromètre. Et donc Alain pourra me donner un coup de main sur les tendances au long cours. Néanmoins, il y a pas mal de tendances qu'on a vues l'année dernière qui se sont confirmées cette année, accentuées comme vient de le dire Alain. On a eu 2 partenariats pour réussir à contacter le plus de jeunes, VL Média comme l'année dernière et cette année France Travail. Et en fait, sur notre méthodologie en ligne, ça nous a permis de questionner 13 000 jeunes. Dans le monde des études, 13 000, voilà, on peut faire une opposition statistique et dire qu'on parle vraiment. Donc on a 2 échantillons phares. Un échantillon qui est l'échantillon historique grandes écoles de ce baromètre qu'on va suivre un peu ensemble ce soir. Mais dans le rapport intégral, on suit un échantillon qui est représentatif de tous les jeunes qui ont reçu une formation diplômante. Pas obligatoirement des études supérieures, on est descendu jusqu'à CAP, BEP, mais du coup, on a une diversité de territoires, de profils, puisqu'on a 8000 répondants, c'est vraiment beaucoup. Et donc, voilà, les tendances qu'on va analyser ensemble ici, elles sont très puissantes statistiquement. Et on a pu aller, alors on ne le verra pas aujourd'hui, mais on a 8 sous-populations, la filière ingénieur, que ce soit les grandes écoles ou les écoles pas dites grandes écoles, mais pour autant, voilà, qui permettent, on le verra, d'aspirer néanmoins, là aussi, à un juste salaire peut-être un peu au-dessus des autres quand on fait particulièrement cette filière-là. Alain Damon, on rappelle qu'on peut aller plus loin que cette étude, parce qu'on va présenter quelques chiffres, mais il y a bien plus de data à présenter. En fait, c'est une mine d'or, cette étude. On va vous partager quelques enseignements, pas tous, et puis ensuite le palmarès. Mais en fait, toute cette data, elle peut être triturée, utilisée pour comprendre plus en détail plein de choses, et notamment les scores de chacune des 298, ou on va dire 300 entreprises que l'on mesurait, et on est en capacité, avec Occurrence, de regarder en détail les scores de perception, d'attractivité, de réputation d'une entreprise, de ses concurrents. On est même capable de regarder des profils particuliers,
des comportements particuliers pour ceux qui connaissent l'entreprise et a priori sont plutôt intéressés. Donc on est, nous, à disposition pour engager cette conversation avec chacune des 300 entreprises. Je vous passe le 06 d'Alain à la fin, comme ça vous pouvez l'appeler. Mais encore une fois, beaucoup de choses très intéressantes pour orienter et guider des discours Marc Employeur. Allez, Pierre. Premier résultat, parce que je vais lister combien j'en ai noté 5 résultats qu'on va commenter. Premier résultat sur le sentiment de facilité à trouver un emploi. Je vais recommencer. Sentiment de facilité à trouver un emploi dans les 12 prochains mois. Alors en fait, cette question, elle est très intéressante et en effet, il y a eu un point de rupture avec le Covid. Il y a eu une très forte perte de confiance sur la capacité à trouver un emploi. Mais vous le voyez, ce qui est plutôt encourageant dans ce slide, c'est que en fait, chacune des catégories interrogées, donc là on a dit, dans la première, vous avez les ingénieurs, ensuite vous avez le management, université et cette année, on a été en capacité de rajouter filière pro. Et donc, vous voyez, en fait, si vous regardez après à la verticale, vous verrez que les gens sont assez peu confiants sur la ligne du bas, sur les jeunes en général. Et c'est valable aussi en décalage pour les filières professionnelles. Pour vous, eh bien, en fait, on est au-dessus, c'est-à-dire qu'on s'estime, si on a fait des études, on s'estime au-dessus des jeunes en général. Donc en fait, c'est là où on voit que le fait de suivre un cursus, d'aller dans une école, ça se donne de la confiance en soi pour aller sur le marché du travail. Alors après, évidemment, quand on sort ingénieur, à 80%, ils pensent que les gens vont trouver issus de cette formation-là. Mais vous voyez, il y a quand même un petit décalage, c'est-à-dire ma formation d'ingénieur, moi, je me mets un tout petit peu en dessous, 77. Donc, il y a quand même, c'est vrai qu'il y a de la confiance, c'est un marché de candidats, mais c'est vrai qu'ils ont quand même le sentiment qu'il y a aussi une compétition pour entrer dans les entreprises. C'est plutôt rassurant de sentir qu'ils ont confiance dans l'avenir, en fait, Pierre-Henri. Ah oui, moi je trouve ça plutôt rassurant. Puis c'est l'occasion d'être sûr qu'on a des candidats qui viennent pour des bonnes raisons. et donc, qui ont le choix. Et qui choisissent BNP Paribas pour les bonnes raisons. Et comme on a beaucoup de choses à faire valoir, on préfère que ce soit dans cet état d'esprit un peu plus positif, sans avoir la peur de l'emploi nécessairement derrière. Sur des postes un peu pointus, est-ce que vous avez le sentiment qu'ils ont plusieurs offres et ils font leur marché? Ah oui, clairement. Et puis ils étudient. Sur des profils très qualifiés, évidemment, il y a une concurrence très forte. Sur les diplômes aussi de grandes écoles, vous en parliez, là aussi, ça continue à être une concurrence entre les grands acteurs et même les plus petits pour s'assurer d'avoir les meilleurs profils. Mais là encore, je trouve que c'est plutôt sain pour tout le monde. Voilà. Malena, c'est sain pour tout le monde. Vous les accueillez, vous, de toute façon, vous êtes bienveillants, c'est ça vous Tout à fait. Après, ce que je trouve intéressant, c'est ce sentiment général qui vient s'inscrire un peu dans le contexte politique et économique. Il y a quand même une inquiétude chez les jeunes. Une incertitude, on le voit, ils ont plus de mal à trouver un premier emploi. Nous, on voit une dualité entre les recruteurs qui continuent, en tout cas nous, en tant que recruteurs, on continue d'avoir un volume parce qu'on est une entreprise en croissance, on continue de recruter et on va donc rechercher plus de qualité, plus de profils qui vont avoir un impact et de valeur dans l'entreprise, parce qu'il n'y a pas que le volume, c'est très important. Et les candidats, on essaie de les mettre à l'aise, qu'on sent que ça commence à être en tension sur le recrutement. Et pour un jeune diplômé, la confiance, c'est quelque chose d'important. Ça confirme en tout cas ce que vous disiez. Le diplôme, c'est vraiment la meilleure protection et c'est pour ça qu'il faut pousser le plus possible les jeunes à suivre un diplôme, quel qu'il soit. D'ailleurs, tout le monde n'a pas destiné à faire Polytechnique ou HEC. Mais en tout cas, c'est ça qui émerge et cette convergence d'ailleurs est plutôt salutaire. Ça veut dire que ça confirme en tout cas. Ça confirme et d'ailleurs, quand on regarde vraiment le sentiment, comment le jeune se projette, on voit effectivement des écarts, de près de 20 points selon le niveau de diplôme. Donc on voit vraiment, quand on va sur des niveaux BEP, CAP, on est 20 points en dessous d'un diplômé du supérieur. Donc il y a vraiment, y compris dans la propre projection de l'individu, la conscience de cet écart. Et peut-être pour rebondir, c'est vrai que là, on a la chance d'avoir des entreprises qui recrutent toujours aujourd'hui, mais c'est vrai que nous, on le voit quand même dans le dépôt les offres d'emploi qui sont déposées auprès de France Travail, on est quand même là aussi sur une tendance baissière, on a 6% de baisse. Alors certes, le niveau de tension de recrutement est toujours élevé et c'est important et c'est un facteur positif pour les jeunes, bien sûr. On a près de 60% des recrutements qui sont jugés difficiles, donc c'est un niveau de tension qui est toujours élevé, mais là aussi une tendance quand même à la baisse sur le nombre d'offres.
Le taux de chômage, c'est autour de 7% aujourd'hui, 7-8%, c'est ça. Voilà, je me suis renseigné avant. Deuxième résultat, Alain, vous intervenez quand vous voulez, hein. Vous êtes le bienvenu ici, vous savez. Pierre, deuxième résultat, c'est les secteurs d'activité et l'attractivité des fonctions. Alors, sur la colonne de droite, donc on a les grandes écoles sur lesquelles on a de l'antériorité, donc on a le palmarès de l'année dernière, et donc vous voyez que ça ne bouge pas en fait. C'est-à-dire qu'on a ingénierie, luxe, technologie, conseil, énergie, utilities, et banque qui reste tout à fait stable. Ce qui est intéressant, c'est la santé qui gagne une place, et on voit aussi que dans le palmarès général, les entreprises de santé, et notamment l'AP-HP, ont gagné. Donc le fait d'initier des discours, des sujets de société sur ce besoin de santé aujourd'hui dans notre pays, en tout cas, a eu l'air de trouver de l'écoute auprès des jeunes. Et on a le classement donc des jeunes en général. Et donc vous voyez là, il y a une petite... sur les 3 premiers, on est à l'identique. Luxe, technologie, pourquoi ingénierie. Pierre regarde à droite? Oui. Parce que l'écran est à droite, hein, et c'est trop petit sur celui d'en face. C'est un peu petit voilà, pour parce que vous n'avez que fait Pierre. Que je suis. Mais tu as raison. Par contre, avec mon œil droit, je vois mieux celui-ci. Et 4e position, le e-commerce. Donc toute l'offre en fait des sociétés, et c'est là où c'est tout à fait intéressant, c'est-à-dire que dans l'étude, on remarque vraiment que les signaux qui sont envoyés par les entreprises, et notamment les entreprises qui recrutent, sont tout à fait entendus. Donc, Alain pourra y revenir, mais c'est les démarches dans les écoles. Sur le trio de tête des grandes écoles, c'est évidemment ceux qui vont le plus dans les écoles. Et du coup, il y a aussi un effet d'opportunité. S'ils sont venus dans l'école, c'est que potentiellement je peux postuler. Et en plus, ils vont adresser des postes de direction générale, de stratégie, de recherche et développement que je vais rechercher, et ça me fait la transition pour le deuxième résultat juste derrière, c'est-à-dire quelles fonctions ces jeunes recherchent. Et donc, en effet, sur les grandes écoles, vous voyez, là aussi, on est assez stable sur stratégie, recherche et finance. Par contre, la fonction marketing, donc je ne sais pas si vous l'avez, mais auprès des jeunes des grandes écoles, a pris du poil de la bête cette année. Alors, quand on préparait l'émission, je me retourne vers Pierre-Henri, vous me disiez la banque. Il y a eu parfois du stop and go, hein, en termes d'attachement au secteur de la banque vis-à-vis. Ça remonte avec le e-commerce chez les jeunes en général, même si les jeunes des grandes écoles restent un peu distants, même si vous en recrutez beaucoup. Ça remonte, c'est plutôt positif. Vous parliez de stabilité, on a gagné une place par rapport, le secteur a gagné une place par rapport à l'année dernière. Pour des raisons qui sont liées aussi un peu à la conjoncture, parce qu'on incarne le secteur une forme de sécurité ou de stabilité dans le contexte, mais aussi parce qu'on offre des opportunités d'évolution qui étaient possibles quand le marché était effervescent post-Covid, et qui maintenant parlent davantage aux personnes qui nous rejoignent en se disant, voilà, tout en restant dans le même groupe, je vais pouvoir, et c'est le cas chez BNP Paribas, évoluer très rapidement sur des secteurs très différents, sur des métiers très différents, sans prendre le risque de changer d'entreprise. Et ça, on pense que d'un point de vue attractivité, ça a une influence forte suite au message qu'on passe. Malena, alors vous avez vu, hein, il y a une attirance pour le commerce, hein, on peut le dire comme ça, ce qui est plutôt sympa d'ailleurs, parce que souvent les fonctions commerciales étaient plutôt mises de côté. C'est aussi quelque chose que vous sentez, peut-être des tensions sur certains métiers et d'autres plus faciles? Il y a une tension sur les meilleurs profils commerciaux, on le voit hein, chez Pluxee. Nous, on bénéficie de l'attractivité du secteur de la tech, puisqu'on est une entreprise technologique. Et cette attractivité auprès des jeunes diplômés, lorsqu'on les reçoit, elle vient aussi du fait que la tech, elle offre tout un panel de métiers. Et on est une entreprise en transformation, qui se digitalise totalement. Donc ça revêt un intérêt tout particulier dans la mission que va faire le jeune diplômé. Et sur les métiers, on parlait du marketing. On voit exactement les tendances de la slide suivante, c'est-à-dire qu'il y a une attractivité très forte du marketing. Pour vous donner un chiffre, quand on a une offre marketing, on a 100 candidats qui postulent en 24 heures. Et quand on regarde, par exemple, les métiers de comptabilité-gestion, quand on a une offre de comptabilité, on a 30 candidats en une semaine. Donc on est vraiment en ligne avec ces tendances. La compta, c'est chouette, mais bon... Hein.
quand même. Peut-être deux petits éléments rapidement. Sur l'attractivité des secteurs, ça bouge finalement relativement lentement quand même, parce qu'on sait qu'il y a des poids d'image qui sont un peu forts. En revanche, on voit des choses, le luxe, qui n'était pas du tout dans le peloton il y a quelques années, devient même un candidat sur le podium pour les écoles d'ingénieurs. Vous parliez de tech, sans doute parce que ça combine plein de choses, la rémunération, le prestige, et aussi parce qu'il y a des sujets de transformation autour de la tech qui sont hyper passionnants. En revanche, effectivement, on a montré les secteurs les plus populaires. Il y en a d'autres qui, effectivement, rament un peu parce qu'il y a des poids d'image très très forts. On sait qu'il y a un décalage entre la banque et l'assurance traditionnelle. Et sur les fonctions, bonne nouvelle pour le marketing. Par contre, pour les ressources humaines, beaucoup de DRH ici, c'est vrai qu'il y a sans doute un peu de travail à faire pour parler de ces métiers qui sont absolument passionnants, mais qui peut-être ne sont pas encore vus aujourd'hui comme l'étant vraiment par cette population. Mais ça va changer, ça va changer. Oui, ça c'est vrai si on le regarde là sur ce slide. C'est vrai pour les grandes écoles. Par contre, c'est plus mitigé. Il y a une plus grande curiosité et c'est sans doute dû à la diversité des formations auxquelles les 8000 jeunes se sont formés, mais on voit, vous voyez que voilà, on est dans une maison de communication et ce qui arrive en tête pour ces jeunes-là, c'est la communication. Donc peut-être que ça ouvre une fenêtre sur notre conversation qu'on aura dans la deuxième table ronde sur les réseaux sociaux, mais voilà, c'est sûr que la génération qui arrive, ils sont très 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 communicants et férus de communication. Il faut aller sur TikTok, hein, vous en rendrez compte. Aymeric, une question. La montée du e-commerce, en creux, c'est la montée du digital et toute la transformation qui accompagne. Ce sont des métiers qui ont explosé face à la demande côté entreprise. Et d'ailleurs, l'offre n'est pas suffisante. Hein. On a tous du mal à recruter un spécialiste digital. Enfin, bon. Oui, quand on regarde les secteurs qui recrutent, alors bien sûr le digital, alors c'est transverse, enfin, toute la transition numérique est extrêmement forte et évidemment elle se retrouve dans tous les secteurs. Hein. Ça c'est un fait très marquant. Je pense que aussi un fait qui est intéressant, qui est souligné par l'étude, c'est que certes on a l'industrie, bien sûr on a en tête les besoins de recrutement très forts dans l'industrie, mais il y a les métiers de l'humain, les métiers du son, les métiers de l'humain. Pour nous c'est vraiment, et on le sait, un enjeu extrêmement fort de recrutement à un peu tout niveau de diplôme, il faut le dire. On a lancé d'ailleurs une plateforme qui s'appelle prendresoin.fr pour vraiment mettre en visibilité. Les chiffres de recrutement pour l'aide-soignante et les aides-soignants, c'est colossal. Hein. C'est colossal. De centaines de milliers d'emplois. C'est colossal. Et on est vraiment sur demain des pénuries extrêmement fortes sur ces secteurs. Et donc je pense que c'est important que. Voilà, bien, on est là pour passer des messages aussi. Voilà, merci beaucoup, Aymeric. Troisième résultat, on avance parce que là, le temps passe. Oh là là, on avance. Donc une nouvelle question. On a posé la question du juste salaire à la sortie des études. Donc finalement, sans surprise, en moyenne, les jeunes en général annoncent un moyen. Vous savez que quand vous regardez là, vous êtes de profil sur la caméra. Non, je vous le dis quand même. Hein, essayez de lire quand même. Mais, je ne sais pas si j'ai un bon ou mauvais profil. Donc à ce stade, j'ai choisi le côté droit. Non, mais c'est 2630 et c'est 25% de plus pour les grandes écoles. Alors maintenant, très honnêtement, là, on va laisser parler les spécialistes. Mais est-ce qu'ils rêvent, alors, ces jeunes-là, en sortant de leur cursus, de chercher une rémunération de cet ordre-là en premier emploi? On est cohérent? Sur les chiffres, c'est assez variable d'une fonction à l'autre, mais oui, ils sont très exigeants sur le sujet. Vous l'avez relevé, c'est partie des premiers moteurs d'attractivité aujourd'hui. Ça a toujours été, dans le trio de tête, en tout cas des sujets, c'est un impondérable. Après vient se greffer un certain nombre d'autres sujets, vous allez en reparler, mais la rémunération, ça fait partie des must-have et sur lesquels il faut être au bon prix et dans un sujet qui est un sujet de marché. C'est l'offre et la demande qui fait qu'on a besoin ou pas d'augmenter les niveaux de rémunération. Vous m'avez expliqué quand on préparait cette émission, il y a une concurrence très forte sur certains métiers qui fait que là, il faut lâcher les brides sur la partie qui fait qu'il y a de la rareté. C'est la rareté qui fait la valeur sur un certain nombre de profils. Alors, on parlait du digital, mais il y a effectivement beaucoup de besoins. Pas énormément d'offres, oui, bien sûr. Donc ça, c'est inflationniste évidemment sur les rémunérations, les candidats le savent.
et ils en profitent, ils ont raison. Là aussi, c'est un sujet de marché. On verra tout à l'heure, hein, c'est vrai. Et donc, du coup, vous êtes d'accord avec cette tendance de dire que les profils d'ingénieurs tirent vers le haut, tirent vers le haut cette moyenne de rémunération, en fait. C'est là où aujourd'hui on a de la rareté et des besoins. Et donc, c'est là où le marché joue à plein tube à l'avantage des candidats. C'est l'occasion de rappeler que la France ne forme pas assez d'ingénieurs. C'est vraiment, j'allais dire, pour la souveraineté et l'indépendance, c'est quand même un sujet clé. Plus on a d'ingénieurs, plus on a des chances de développer de l'industrie et l'innovation, même si les commerciaux peuvent innover aussi. Malena, même question. C'était quoi la question? Oui, c'était sur les salaires. Voilà, alors les salaires. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur les salaires. Nous, on est tout à fait en phase avec ce qui vient d'être dit. Peut-être en complément, ce qui vient mettre les jeunes diplômés et nos salariés au même niveau, c'est la politique d'avantage aux salariés qui vient en complément de la politique salariale, qui peut aller jusqu'à plus de 7 500 € annuel d'avantage aux salariés, dont tout le monde bénéficie de la même façon. Donc là, on est vraiment sur quelque chose d'assez égalitaire. Et nous, on vient adresser cette politique. C'est un package, en fait, c'est ça. Ce package de titres restaurants, de passe mobilité, de passe CESU. Là, c'est très intéressant parce que ça allie bien-être au travail. Pendant qu'on travaille, on peut utiliser le passe CESU pour payer sa garde d'enfant, ou encore quelque chose qui peut faire plaisir, qui est le chèque cadeau. Et ça, tout le monde est au même niveau, malgré les bagages d'études, si j'ose dire. Les salaires, ils sont tirés vers le haut? Vous sentez aussi une pression sur les salaires? Ça dépend des métiers. Sur la tech, effectivement, ce sont des métiers qui sont en tension. On cherche des profils avec des expertises fortes. Donc oui, ce sont des salaires qui ont plutôt tendance à évoluer vers le haut. Ça vous inspire quoi, Émeric, quand on parle gros sous? C'est un sujet, parce que... non, mais chez France Travail, on définit ce qu'on appelle un indicateur de tension qui vient secteur par secteur dire c'est quoi les raisons des tensions de recrutement, c'est quoi les facteurs qui expliquent. Et évidemment, les salaires, c'est un enjeu absolument clé qu'on retrouve dans beaucoup de secteurs, bien sûr, et c'est important, et votre étude le met en avant, et notamment quand on travaille la marque employeur, il n'y a pas que le salaire. Les conditions de travail, les horaires de travail, la nature du contrat, c'est aussi cet ensemble-là. Et évidemment, sur les jeunes diplômés, on voit le salaire prend une part encore plus forte, mais il faut quand même avoir en tête que les tensions de recrutement, c'est multifactoriel et que le choix des candidats, c'est bien sûr multifactoriel. Bien sûr, et puis... Des métiers de l'humain, il y a aussi la raison d'être. Les jeunes diplômés recherchent beaucoup de sens dans leur travail et quel est le sens de leur mission au sein de l'entreprise. Tout à fait, et on voit aussi de plus en plus la transition écologique qui apparaît, les bifurqueurs, c'est vraiment des choses qu'on commence à voir dans les choix d'orientation. C'est vrai que les jeunes diplômés n'hésitent plus à dire merci, je vais faire le tour du monde en vélo. Je t'ai formé 3 ans, c'est dommage. En quoi votre entreprise, elle va contribuer, elle s'engage, c'est des choses importantes. Non, mais cette dichotomie, elle est vraie pour les jeunes, mais elle est vraie aussi pour les gens qui sont dans l'emploi, puisque toutes les études de climat social, la question de la rémunération et la question qui obtient moins de 40% d'agrément sur l'ensemble de nos études de climat social. Et par contre, ce qui n'empêche pas des scores de fierté d'appartenance de 70, 75 et parfois au-delà. Donc en fait, c'est évidemment multifactoriel, comme vous le dites, aussi quand on est dans l'emploi. Et ça varie, ça varie aussi selon les rôles. On voit bien que ce triptyque rémunération, conditions de travail, intérêt d'émission, le poids de chacun de ces drivers varie selon les profils des candidats et des rôles et de leur capacité à pouvoir être différenciants dans l'entreprise. Un résultat très intéressant aussi, Malena le commentera d'ailleurs, sur les 5 meilleurs atouts pour la suite de ma carrière. Enfin, c'est le jeune qui se positionne. Oui. Quels sont ses atouts? Alors là, vous voyez, moi j'aime bien ce slide parce que du coup, parce que vous voyez, il n'y a que un gros écart. Alors en fait, les jeunes des grandes écoles ont fait plus de mentions. Donc c'est pour ça qu'en moyenne, de toute façon, ils sont un petit peu en avance sur le taux de réponse. Mais on voit que c'est équivalent, que la hiérarchie est tout à fait respectée, sauf évidemment pour la cote du diplôme. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est vraiment le reflet d'une génération. Et donc, cette génération, c'était déjà le cas l'année dernière, mais place leurs soft skills
en premier pour la réussite de leur emploi. Alors, pour un manager qui a dit pendant 30 ans que j'ai toujours dit à mes équipes, vous êtes le premier rôle de votre carrière professionnelle, c'est sûr que, voilà, c'est pas le diplôme, évidemment, la compétence technique, on le verra, les compétences techniques, c'est important, ça arrive à un très fort niveau, mais la clé d'entrée, c'est comment je vais interagir avec le corps social de l'entreprise, avec mon manager, mon N+1, et on va voir qu'il y a une exigence, on va le voir dans les chiffres tout à l'heure, il y a une exigence en retour qu'il n'y avait peut-être pas auparavant. Il y a aussi, pardon Gilbert, il y a aussi la capacité d'adaptation. En fait, je disais qu'ils sont assez matures, ils ont bien intégré le fait que le diplôme, bien sûr, c'est important, mais que c'est à eux en fait de faire la différence, et que c'est leur comportement, c'est leur relationnel. Donc ça, ils l'ont bien intégré, je trouve que c'est une excellente nouvelle sur cette génération-là. Alors effectivement, vous l'avez dit, mais quand vous êtes plutôt vers le haut des grandes écoles, voilà, on a un peu plus confiance dans son diplôme. Voilà, on peut imaginer pourquoi. C'est intéressant, en 2020, ou après le Covid, l'étude montrait que la confiance dans le diplôme avait chuté de façon considérable, parce qu'on disait pourquoi j'ai investi alors qu'il n'y a plus d'emploi. Mais c'est une génération qui sait très bien que c'est eux qui vont réussir. Et puis tous les messages qui ont été donnés sur les soft skills par les entreprises aussi, je pense, ont fait leur travail. Ils ont bien intégré ce point-là. Soft skills. Malena, quand on a préparé l'émission, vous disiez ça, c'est un point central quand on recrute. Je vous ai donné un détail perso, mais je vais y venir. Les jeunes sont unanimes. C'est un bagage essentiel pour réussir. C'est un atout dans la vie professionnelle et dans la vie personnelle. Ce qu'on se disait avec Gilbert, c'est que moi, je répétais à ma fille que les notes, c'est bien, mais le comportement, c'est aussi très bien. L'un ne va pas sans l'autre, et je pense que c'est clé. Ce qui est aussi intéressant, on parlait d'adaptabilité, on parlait de collaboration, de relations sociales. Il y a aussi la gestion des émotions derrière le comportement. Et puis, dans le cadre de la culture d'entreprise, qui va aussi avec la marque employeur, on attend justement ces comportements qui sont en adéquation avec la culture de l'entreprise, qui est très clé dans la marque de l'employeur. Et puis, je pense que si les compétences comportementales, elles évoluent tout au long de la carrière en fonction du rôle que l'on a dans l'entreprise. Et c'est presque plus difficile d'améliorer des compétences comportementales qu'un diplôme qu'on a pour la vie. Ah oui, il y a des gens qui ont des beaux diplômes qui n'ont pas de compétences comportementales toute leur vie, on en a tous connu. Aymeric, j'aimerais savoir si cette dimension, elle émerge aussi parmi les recruteurs, et c'est quelque chose qu'on arrive un peu à théoriser, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de soft skills, comportementales, parfois c'est compliqué à savoir de quoi on parle, même si on parle de qualité relationnelle, d'empathie, de bienveillance, de collaboration. Est-ce que c'est quelque chose qu'on réussit à mesurer ? C'est quelque chose qu'on mesure tout à fait, au sens où vraiment, dans les facteurs de recrutement clés que nous demandent les entreprises, les soft skills arrivent en amont. Alors évidemment, ça va être variable selon les métiers. Il y a des métiers où ce qu'on appelle les compétences techniques sont essentielles, et donc on ne peut pas faire l'économie d'avoir une compétence technique. Mais de manière transversale, les compétences, les soft skills sont là, et je rejoins ce qui a été dit sur la maturité de cette génération qui a effectivement en tête cette évolution, cette transformation du marché du travail et des modes de recrutement. Sur deux, quoi, en fait. C'est ça que vous êtes en train de nous dire. C'est 50% du chemin. C'est les compétences comportementales, c'est 50% du chemin à l'entrée. D'ailleurs, nous, quand on recrute un candidat, on passe d'abord avec mes équipes de recruteurs où on assesse les compétences comportementales. Donc, si on n'a pas bien fonctionné au moment de cet entretien, de toute façon, on n'aura pas l'occasion d'aller vendre. C'est compliqué à évaluer. On a des méthodologies très précises avec des questions qui valident un certain nombre de choses et qui sont systématiquement les mêmes pour tel type de rôle auprès de tous les candidats. Donc ça permet d'assurer l'équité mais si vous validez cette partie-là, ou vous ne la validez pas, vous n'avez pas l'occasion d'aller pouvoir défendre vos compétences techniques auprès du manager recruteur. C'est la deuxième étape. Et après, quand vous êtes dans l'organisation, c'est la même chose. Quand on a un parcours de mobilité, on repasse un entretien avec les équipes RH et on revalide un certain nombre de choses avant de pouvoir attendre. Et donc, c'est plutôt, là encore, très simple que les jeunes voient l'importance de ces compétences. Bien sûr. Pierre, on continue parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Le 5e résultat, et le côté entreprise. Comment on fait pour réussir sa marque employeur ? C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent en direct ici dans ce studio. C'est vrai que les conseils de Pierre
Alors, en fait, je pense que ça va être plutôt les conseils d'Alain, parce que sur... voilà. Les POCA, c'est plus coup de fil et tout. Et des POCA, mais en fait, la seconde table ronde va cerner un petit peu plus les attentes des jeunes. Pas mal cette table ronde, hein. Elle était très bien cette table. Oui, non, mais on va aller plus dans le détail. Là, on est parti du général pour aller un peu plus au particulier sur les besoins et les attentes. Et ça, c'est une excellente, des excellents résultats pour comment dire, commencer à cerner cette génération que j'appelle gagnant-gagnant. Et donc, en gros, il ne faut pas lui raconter des histoires. C'est ce que dit ce slide. Alain va le dire beaucoup mieux que moi. Et si tu me le permets, j'interrogerai volontiers Alain sur son sentiment sur la dernière ligne, celle que nous avons ajoutée cette année et qui en fait n'a pas rencontré un grand succès, alors qu'on imaginait peut-être qu'au-delà de la transparence et du concret, les jeunes auraient été en attente d'une meilleure relation, enfin d'une communication peut-être plus en relation. Plusieurs points rapidement. On précise que c'est la dernière ligne quand même, capable de me toucher émotionnellement. On parlerait de génération qui veut un peu tout. Ce slide, il dit quand même aussi que globalement, le niveau est monté un peu sur la marque employeur et qu'il faut arriver sans doute à trouver ce juste milieu entre l'inspiration, la créativité, mais aussi beaucoup de concret. Alors, sur la dernière question, c'est pas parce qu'ils disent qu'ils veulent pas être touchés émotionnellement qu'il faut pas les toucher émotionnellement. Ne les croyez pas. Autrement, si on leur demande est-ce que vous voulez de la pub, ils diront non, mais on sait bien que la communication, quand on la fait bien, ça marche. Faisons attention à ça. Moi, je crois que pour moi, un des points principaux, c'est cette notion de transparence. Alors, le mot peut dire plein de choses, mais on peut dire honnêteté, on peut dire sincérité, mais c'est une génération qui ne croit pas, ou moins en tout cas, les marques employeurs sur parole. Moi, j'utilise l'expression candidate washing. Ils décrivent très bien, ils décryptent très bien quand on essaie de leur raconter un peu des leur faire à l'envers, comme ils disent. La transparence, c'est ce que... Et c'est pas évident parce qu'il faut donner envie, mais trouver ce juste milieu entre donner envie, mais en même temps ne pas se présenter comme étant parfait, dire vraiment les choses, donner la réalité de l'entreprise. Ça, c'est des choses qui fonctionnent parce qu'ils ont tous les moyens, comme ils sont un peu des consommateurs, entre guillemets, pour vérifier ce qu'on leur raconte. Donc ça, pour moi, c'est le sujet clé, qui n'est pas nouveau, mais qui continue quand même à être en tête des critères importants pour bien réussir sa marque employeur. Pierre-Henri, oui, ce qui est essentiel, c'est vrai que la marque employeur, c'est des slogans, c'est une communication, c'est parfois de la pub, et c'est vrai que cet alignement est absolument nécessaire entre ce qui est dit et ce qu'il va trouver au quotidien, c'est-à-dire ça peut changer, et il faut être vigilant sur ces points. Alors tout a été dit, je trouve, sur ce point de vue-là. C'est l'authenticité qui est, à mon avis, vraiment déterminante dans la façon dont on adresse les sujets de marque employeur. Il faut impérativement ne pas être institutionnel dans la façon dont on communique. Il faut essayer d'incarner beaucoup les communications. C'est pour ça que nous, on a un réseau très dense d'ambassadeurs dans l'organisation qui parlent des métiers mieux que nous, on pourrait en parler, quand bien même on les connaît. Ça, c'est extrêmement important. Et dans l'étude, il y a quelque chose que je trouvais hyper intéressant. C'est à la fois, ils attendent que les conditions de travail soient excellentes, et à la fois ils rejettent tous les types de labels qui mettent très en avant le fait qu'il fait très bon vivre dans une organisation. Donc c'est toute la dichotomie entre c'est attendu, mais ça doit être prouvé dans les faits et pas par des témoignages. C'est compliqué parfois parce que c'est le manager terrain, et quand c'est décidé là-haut ou à la DRH, il faut que chacun partage toutes les valeurs. On se disait. Malena, même question pour vous. Cet alignement était nécessaire. La transparence, ce qu'on dit, ce qu'on fait, c'est essentiel. Oui, peut-être pour revenir sur la dernière tendance capable de me toucher émotionnellement. On sait aujourd'hui qu'il y a une tendance qui est très forte chez les jeunes de pouvoir avoir cet équilibre vie professionnelle et vie personnelle. Et derrière l'émotion, d'être touché émotionnellement, il y a ce sujet très personnel. Donc peut-être qu'il y a une dichotomie ici avec cette tendance vie privée, vie professionnelle. Et par rapport à tout ce qui a été dit, je ne vais pas le répéter, je suis tout à fait en phase. Et en fait, aujourd'hui, pour moi, les jeunes, ils ne veulent plus de promesses, ils veulent des preuves. Voilà, c'est... Des faits. Des actions. Des actions. Vous leur dites aux entreprises qui viennent chez vous taper à la porte en disant je veux recruter, attention, ce que vous dites c'est la vérité. Vous donnez un peu ce warning, vous leur précisez. Nous on fait deux choses. D'une part, quand une entreprise elle dépose une offre, on la compare
par rapport aux autres entreprises du secteur. On lui dit attention, regardez d'abord, parce ce qu'ils font. Il faut connaître, et ça, un recrutement, ça se prépare, ça se travaille, et nous on est là pour ça, donc vraiment, vraiment on accueille et on est à disposition pour vraiment accueillir toutes les entreprises pour les aider à comparer le salaire, la rémunération, bien sûr, le contrat de travail, les horaires, enfin tous les éléments qu'on évoquait. Donc ça, il faut déjà l'instaurer là-dedans. Et puis ensuite, travailler sur sa marque employeur, c'est un vrai travail, ça se prépare, c'est pas effectivement quelque chose qui doit être négligé. Et puis enfin, le dernier point, c'est aussi s'ouvrir dans son recrutement. Ça, on insiste beaucoup. C'est attention à ne pas être figé, effectivement, sur un profil, un diplôme, un type de compétence. Il faut ouvrir son recrutement. Après, bien sûr, il y a la capacité d'aller travailler une immersion professionnelle, voir comment ça se passe dans la vraie vie, comment le jeune s'épanouit dans une entreprise avant le recrutement. Il y a beaucoup d'outils qui existent, mais vraiment, c'est un enjeu dans la période essentielle d'ouvrir son recrutement. Il nous reste 1 minute. Alain, comment on réussit sa marque employeur ? Tout le monde attend le conseil ultime. Merci de la question super sympa. Vous avez 30 secondes, évidemment. Alain. Non, mais je crois qu'on reste pour écouter la suite de table ronde que tu vas continuer à animer avec ton brio habituel. Et puis après, ça se travaille, comme vous l'avez dit. Il n'y a pas de solution miracle, autrement ce serait trop simple. Et on utilise, comme j'ai dit, toutes les capacités de cette étude pour essayer d'affiner un tout petit peu sa vision des choses et ses discours. En tout cas, point de vigilance sur ces sujets-là qu'on ne traite pas par-dessus la jambe. Malène Agufflet, merci beaucoup d'avoir participé. Pierre-Henri Avrin, merci beaucoup. Aymeric Morin, merci. Alain, merci aussi. Hein. Pierre, on reste ensemble. C'est quoi la suite en 20 secondes ? On va parler de l'IA. Je pense que c'est une des clés de compréhension de cette génération et des enjeux pour les entreprises, pour les recruter, mais aussi pour les fidéliser. Voilà tout de suite quelques images. On va retrouver VL Média. Vous savez, ils sont au cœur de la problématique emploi-études et ils accueillent des jeunes un peu partout en France. Quelques images. Retour sur une visite de salon. Voilà, retour plateau, seconde table ronde consacrée aux engagements, aux critères de choix de son entreprise, mais aussi à l'intelligence artificielle ou encore les raisons de rester ou de quitter son employeur. Ça va vous intéresser, ça j'imagine. Bref, des thèmes variés qui ont été passés au crible par vous, cher Pierre. Avant de passer aux résultats de cette étude, mes invités, Yanis Bachat, directeur de la communication et des affaires publiques de l'AGEFIP. Bonjour Yanis. Bonjour Gilbert, bonjour à tous. En plus, on aime le même club de foot. Voilà, je vous dis la vérité avec Yanis, donc on est très proches. Inès Duquitte, directrice de la communication chez Legrand France. Legrand, grande entreprise dans le domaine électrique pour le bâtiment. J'ai résumé. Et un industriel majeur français. Je savais qu'il manquait une partie dans la description. Emmanuel Semo, vous avez vu le film à l'instant, hein, puisqu'il organise dans des lieux de rêve des rencontres entre les employeurs, les écoles, bref, pour les jeunes. Au Parc des Princes, j'ai eu l'occasion d'y aller à Roland-Garros. Au stade Pierre-Mauroy à Lille. À Lille, Groupama Stadium et à Lyon, et cette année au Vélodrome de Marseille chez nos amis marseillais. Ouais, c'est vrai que quand on rencontre une entreprise, autant la rencontrer dans un cadre sympa. Exactement. Et ça a bien marché au Parc des Princes récemment encore, même s'il faisait un froid polaire. Hein, je sais que... Mais ça, on ne peut rien y faire. On n'y peut rien. Et Nicolas Pereira, c'est le président fondateur du World Impact Summit qui se tiendra les 25 et 26 mars prochains à Bordeaux. Oui, il faut y aller hein, parce qu'il y a des invités là. Juste faites-nous rêver qui sera là. Alors, je ne vais pas tous les donner, mais au moins notre invité d'honneur, Paul Watson, par exemple, qui sera présent sur cette prochaine édition. Il était au cœur de l'actualité pendant malgré lui, effectivement. Malgré lui, et on est heureux de ce dénouement. Voilà, on va le dire comme ça. Pierre, au boulot. Au boulot. Ben oui. Oh là là. On va passer en revue les résultats, comme on l'a fait tout à l'heure lors de la première table ronde. Et le premier résultat de cette étude, on continue, l'engagement des étudiants et des jeunes diplômés.
Alors, c'est une question qu'on avait déjà l'année dernière, mais qu'on peut nourrir aujourd'hui avec le deuxième profil. Donc, sur les grandes écoles, en fait, il y a un engagement très certain dans le monde associatif, et donc on peut penser notamment aux associations des grandes écoles, mais on va dire que c'est un engagement qui est assez communautaire, affinitaire. Vous voyez la grande proportion de bleus, hein, presque 1 sur 2 qui s'engagent dans qui s'engagent dans ce type d'association. Et on voit que pour les jeunes en général, cet engagement est à la même hauteur, hein, 1 jeune sur 2, mais par contre beaucoup plus diversifié. Alors, je ne sais pas dire si cette année un peu disruptive d'élections à répétition a fait que les gens ont eu envie plus de s'engager, puisqu'on a fait le recueil au mois de novembre et au mois de décembre. En fait, du coup, cet aspect a pu, mais en tout cas, c'est vrai qu'ils sont engagés dans des syndicats, dans des structures politiques, et aussi sur le terrain en tant qu'élus j'imagine, dans leurs conseils municipaux. En gros, 1 sur 2, quoi. Donc oui. Donc en fait, une diversité d'engagement, et on peut dire sans doute, donc à l'échelle de la génération peut-être, pour tous les jeunes, un engagement un peu plus ouvert, peut-être un peu plus tourné vers la société que l'engagement dans les grandes écoles, qui ne dévalorise pas du tout. Je pense que le fait de s'engager dans une structure associative ou dans un parti, le fait de s'engager est quelque chose de tout à fait bénéfique pour notre société. Et Nicolas, évidemment, je retourne vers vous parce que vous allez parler de transition écologique. L'engagement des jeunes, alors quelle que soit la cause, c'est un marqueur quand même, hein, de la société. Oui, clairement. En tout cas, on a une génération très engagée. Alors, pas pour tout le monde, hein, comme le monde sur 2, voilà, 1 sur 2. Et puis parfois, ils sont engagés, ils ne le savent pas eux-mêmes, hein, parce qu'ils peuvent aussi accompagner. C'est vrai, mais ceux qui sont engagés le sont fortement. C'est-à-dire qu'il y a une mobilisation importante, recherche de sens. Ce n'est pas les seuls moteurs, mais on le voit beaucoup. Et la question environnementale, qui n'est pas la seule cause qui les motive, est aussi un sujet sur lequel il y a un intérêt fort des jeunes. On sent dans l'entreprise que les jeunes sont engagés et veulent s'investir, parce que l'entreprise aussi a un rôle. Parfois, elle donne même des jours pour du temps aux associations. Oui, c'est ce que j'ai pensé quand vous posiez cette question. En fait, la population de l'entreprise, c'est le reflet de la société. Donc forcément, il y a de l'engagement aussi qui se fait à l'intérieur de l'entreprise. Et je pense aussi à la fois, c'est une responsabilité que prend l'entreprise de mettre à disposition des ERG, des réseaux en tout cas. Je pense chez Legrand, c'est le cas autour de l'inclusion et de la diversité, puisqu'on a un réseau qui s'appelle Le Grand Rainbow. C'est également aussi du leadership au féminin, puisqu'il y a un réseau qui s'appelle Elle Legrand, ou encore sur les jeunes, et notamment jeunes diplômés, avec l'intitulé d'un groupe qui s'appelle Le Grand Forever Young. Et donc ça démontre en tout cas effectivement l'engagement aussi au sein de l'entreprise des plus jeunes, et en fait de toutes les populations dans l'entreprise. Emmanuel, vous recevez des centaines de milliers chaque année des jeunes. Donc c'est vrai qu'on sent cette volonté d'aller au-delà de l'école, au-delà de simplement suivre des études. Oui, et c'est largement porté par l'enseignement supérieur qui incite les jeunes à s'engager. Parfois même ça compte, c'est valorisé dans leur engagement, enfin dans leur inscription, bien sûr, dans leur programme scolaire. Donc c'est hyper important, ça doit être poursuivi. Les entreprises doivent prendre le relais derrière, parce que souvent l'engagement associatif s'arrête à la fin de son master ou à la fin de sa licence, et c'est hyper important que les entreprises puissent valoriser aussi les parcours associatifs après, au moment où ils rentrent dans le monde du travail. Et le top du top, c'est quand tu arrives à avoir des parallèles entre les deux et une transition parfaite entre l'école et l'entreprise dans l'engagement associatif. Ouais. Mais d'ailleurs, c'est vrai qu'ils demandent du temps pour s'engager. Yanis, j'imagine que même si... alors, la GFIP travaille pour l'inclusion des personnes en situation de handicap, et beaucoup de jeunes s'investissent. D'ailleurs, on avait posé la question, est-ce que les nouvelles générations sont plus sensibles à ce sujet? Ouais, ils sont plus ouverts. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose aussi, selon vous? Je pense surtout que les jeunes sont en quête de sens, dans leur action, quelle qu'elle soit. Aujourd'hui, les RH nous le disent à chaque fois. Les jeunes demandent quel est le projet RSE. Alors qu'avant, on demandait d'abord quel était le salaire. Mais ça va venir, vous inquiétez. Quels sont les jours de télétravail là, et les jeunes diplômés sont vraiment en quête de sens, en quête de projet aussi de l'entreprise, notamment sur l'environnement, sur le développement durable. Et ça résonne quand on défend une cause comme celle du handicap, j'imagine aussi. Évidemment, par extension, quand on parle de diversité aujourd'hui, RSE, on parle d'égalité femmes-hommes, on parle de handicap, on parle d'inclusion des LGBT.
Et voilà, c'est super qu'il y ait cette attention justement à d'autres publics auxquels on n'apportait pas beaucoup d'attention il y a encore quelques années. On peut dire d'ailleurs qu'on attendait un peu plus de cette loi, puisqu'on va fêter rappelez-nous, les 20 ans, c'est ça On a fêté les 20 ans de la loi absolument sur le handicap en 2005. Et ça va toujours trop lentement. Ça va déjà. Ça va, d'accord. Bon, je préfère entendre ça, mais j'ai regardé un débat à la télé où tout le monde se disait qu'il faudrait aller plus vite pour l'accessibilité notamment, puisque ça fait partie de la démocratie, l'accès à... Bien sûr. Emmanuel, vous dire quelque chose. Un petit mot aussi sur l'engagement associatif et pourquoi les chiffres restent stables quand même au fur et à mesure des années. C'est que l'engagement aujourd'hui associatif s'est profondément transformé quand on est lycéen ou étudiant, enfin surtout étudiant pour cette étude-là. C'est-à-dire qu'il est aussi digital. Aujourd'hui, on peut soutenir des causes. On parlait de Watson. Il y a beaucoup de causes où le militantisme est digital. Et même dans les projets associatifs étudiants, il y a eu une grosse transformation dans l'engagement de ce côté-là. Deuxième résultat, on a tout dit sur l'engagement, ça vous convient, n'hésitez pas à intervenir, je vous passe la parole avec plaisir. Deuxième résultat, Pierre, on est bon là pour le moment, critères qui incitent à travailler. Ah oui, alors ça c'est le résultat iconique de l'étude, on va passer au moment fort, vous allez le voir. Normalement il y a un roulement de tambour, mais bon, à la régie on n'en a pas prévu en fait. Critères qui incitent à travailler dans une entreprise. Or, donc... La rémunération, voilà, Alain le disait tout à l'heure, il y a c'était dans les premiers critères, mais depuis le Covid, voilà, ça tient la première place du podium. On voit pour les deux populations, on voit que l'ambiance est sur la marche numéro 2, donc c'est assez intéressant. Les conditions de travail, donc vous voyez, on est vraiment au plus près de ce qui fait le quotidien des gens. Donc quand on parlait tout à l'heure dans la première table ronde de preuves, de concret, peut-être que vous pourrez revenir sur cet aspect-là. Quelque chose de très intéressant, la sécurité de l'emploi. En fait, depuis 2 ans, il y a une recrudescence de volonté. C'est un résultat qu'on ne voit pas là, mais pour les grandes entreprises. Et en fait, l'une des façons de les analyser, c'est que la sécurité, si je rentre chez un grand employeur... Chez le grand. Et je pense que le grand, par exemple, mais je pense que le secteur du luxe bénéficie aussi de cette aura, puisque en effet, l'impact médiatique, à la fois que ce soit en communication, mais aussi sur les résultats du luxe, du luxe à la française, etc., je pense qu'il y a aussi une prime de cette sécurité-là, au-delà même de l'enjeu. Là, pour le coup, j'aurais peut-être une question pour vous parce que, en fait, de façon assez transversale, on a du mal à mettre... donc là, on ne présente pas des résultats qui sont sur le très fort engagement de ces jeunes sur l'impact environnemental. C'est quelque chose de très fort. Et pourtant, il place le luxe en première et deuxième position selon les échantillons. Je pense que c'est un secteur, de mon point de vue, qui n'a pas encore fait tout à fait sa mue environnementale. Et donc, du coup, j'aimerais bien avoir la lecture d'un spécialiste de l'impact sur vous allez vous faire des potes, je sujet-là. crois, vous allez voir. Alors, d'une part, sur le résultat, puisqu'on voit que les enjeux environnementaux apparaissent à la 21e place dans les critères. Là, j'ai une clé de lecture. C'est-à-dire que... si je réponds sur le sujet du luxe, c'est pas forcément vrai pour 2 raisons. La première, c'est que d'abord, ce sont des industries de long terme, les industries du luxe, avec des productions qui ont vocation à être pour le coup extrêmement durables. Et donc, on n'est pas du tout dans la fast fashion et donc le t-shirt qui est jeté au bout de 6 semaines. Alors, bien sûr, il y a un coût beaucoup plus important sur l'acquisition de ces produits. Et par ailleurs, des acteurs qui ont quand même... alors, qui ont été moins pointés du doigt aujourd'hui, mais qui ont fait des efforts et qui de toute façon se conforment aux réglementations et aux normes et qui ont les moyens de le faire. C'est-à-dire que beaucoup de ces entreprises, alors, si on prend les plus gros, Kering et LVMH, elles sont... alors, L'Oréal, qui peut être aussi considéré d'une certaine façon sur le secteur du luxe, sont quand même des entreprises qui ont des engagements très très forts sur les sujets environnementaux. L'Oréal étant l'une des entreprises du CAC 40 les plus avancées sur le sujet, avec une comptabilité hors financière, extra-financière sur les prélèvements des ressources sur la planète, etc., qui sont comptabilisés dans l'ensemble de ces bilans, ce qui est unique et pour le coup qui n'est pas encore obligatoire et que L'Oréal a devancé en le faisant déjà aujourd'hui. Et LVMH et Kering sont aussi des entreprises qui ont mis au cœur de leur développement la question de l'écologie. Elles ne le communiquent pas en communication externe, mais elles ont des engagements très forts. Donc je ne dirais pas que c'est contradictoire.
De toute façon, c'est ce qu'on s'était dit, je crois, l'année dernière. On veut gagner bien sa vie, mais en même temps, on attend des engagements d'entreprise. Oui. Moi, c'est moi, et lui, c'est lui, c'est-à-dire l'entreprise, elle doit. On attend de vous un comportement exemplaire. Absolument. On est bien payé et un comportement exemplaire. Pas vous personnellement, j'entends. J'entends aussi. Non, mais en fait, c'est le sujet effectivement de la rémunération, parce qu'on voyait dans la table ronde précédente de l'exigence en fait qu'ont les candidates et les candidats, et ce qui est tout à fait normal. Et je pense qu'en fait, dans l'instabilité, qu'elle soit politique, économique, qu'on peut traverser, y compris le grand sur un marché du bâtiment qui est en dégradation, forcément, il y a aussi la volonté de se sécuriser. Je pense et donc, du coup, aussi, la sécurité financière se justifie aussi à travers ce critère. Pour autant, l'exigence, elle vient aussi derrière sur quand je suis dans le monde du travail, j'ai aussi besoin d'avoir un monde qui est bienveillant, un monde qui me respecte, un monde qui respecte ma diversité, mes différences. Et ça aussi, c'est pour ça que l'ambiance de travail et les conditions de travail sont en deuxième et troisième position et se justifient aussi. Les labels, ils connaissent mal, finalement. Tu voulais dire quelque chose, Yanis? Non, mais vous voyez, le fait d'avoir un travail qui a du sens, il apparaît quand même en cinquième position. Il est dans le top 5 et on voit que c'est plutôt une préoccupation de CSP+, plutôt peut-être de grandes villes. De grandes écoles, on va dire. De grandes écoles, tout simplement. Alors que pour le reste de la France, après, je ne connais pas le panel, je ne sais pas comment le panel a été fait, mais c'est intéressant de voir si on parle de grandes villes ou au contraire de villes moyennes ou de... Voilà. Le panel est important, donc il couvre à peu près la France entière. Oui. Non, mais est-ce que vous avez une répartition par rapport à ça? Non, on n'a pas la taille d'agglomération dans le... Parce que ce serait intéressant de l'avoir, par rapport aux réponses. Ce qui est intéressant, c'est que moi, c'est ma partie préférée de l'étude parce que c'est celle qui est le plus reliée au terrain. Et sur les salons, j'adore interroger les jeunes, même avant leurs entretiens, pour savoir qu'est-ce que vous attendez le plus. Et donc j'ai espoir qu'il y ait certaines cases qui remontent un peu. Laquelle? Je sais pas, tout ce qui est environnementaux, tout ce qui est enjeu autour de même l'IA. Je pensais que ça serait beaucoup plus haut, par exemple, cette année, mais en vérité, quel que soit le secteur, quand en tout cas je me balade dans les allées de mes salons, c'est toujours comme ça. Ça reste la rémunération qui est le numéro 1 avec tout ce qu'il y a autour et l'ambiance. Mais aussi autre chose, et c'est comme ça que moi je lis la clé, en tout cas, de l'ambiance de travail, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont intégrer une entreprise ou changer d'entreprise pour le manager qu'ils vont avoir. On se rend compte que parfois la culture du manager est plus forte que la culture de l'entreprise. Ouais. Et donc les jeunes sont très lucides par rapport à ça. Ils sont un peu exigeants, ça je pense que personne n'y a échappé. Et donc du coup, forcément, c'est intéressant parce que ça fait partie, je pense, des clés de lecture de cette case numéro 2. L'ambiance au travail, c'est aussi la culture d'entreprise, mais la culture du manager. Très important. L'ambiance, on peut mettre aussi est-ce qu'il y a du sens, est-ce qu'il y a aussi comment une vision, une trajectoire qui est positive. On peut mettre tout ça. C'est plus simple quand un jeune peut admirer. C'est marrant comme les vieux veulent trouver du positif quand le critère de la rémunération nous positionne toujours en disant mais c'est pas possible. En fait, si je pense que dans ces résultats, il y a un peu de tout cela. Alors en fait, la clé de lecture sur les labels, parce qu'en effet c'est tout à fait contradictoire avec notamment la question qu'on pose sur la nécessité de la transition écologique, sur lequel la question est plébiscitée à plus de 80%. Et en fait pourquoi? C'est parce que c'est un peu le sens de ce qu'on vient d'évoquer, de ce qu'on a évoqué dans la précédente table ronde, c'est que en fait, quand ils répondent de façon un peu affective, et donc en fait ils cochent les choses qui les touchent et qui vont les toucher dans leur quotidien. Directement, On a fait une grande étude pour un énergéticien, et en fait, sur cette question de l'impact environnemental, en gros, il nous disait, en entretien qualitatif, on a choisi de travailler dans la transition écologique, donc que ce soit Orano, Enedis ou EDF, finalement leur engagement dans la transition écologique, il est réel. Donc finalement, ce que je vais regarder, c'est mon package, puisque voilà. Donc les relations, la réputation, je pense que ça compte aussi de l'organisation. Est-ce que on entend dire que les précédentes générations d'étudiants, c'est un bon employeur, c'est un employeur qui développe des bonnes valeurs au quotidien dans le travail? On va le retrouver tout à l'heure. Sur les labels environnementaux, au moment où les jeunes répondent aussi à cette enquête, parce qu'on en touche pas mal, il y a aussi l'actualité. Évidemment, s'il y a une grosse actu autour de l'écologie, dans la tête des jeunes, au moment où ils vont cocher, ça résonne énormément. Donc on dépend aussi beaucoup de ça.
Et ça fait rebond aussi avec l'étude précédente où vous disiez les jeunes ont envie d'être du côté de la solution et pas des problèmes, effectivement, et ça en fait partie aussi. Et je pense aussi que dans la façon dont les jeunes perçoivent l'entreprise dans laquelle ils vont travailler, c'est un peu comme le vote, d'une certaine façon. C'est-à-dire que vous avez dans les gens qui votent pour un programme écologique, des gens qui votent parce que c'est leur priorité, et des gens qui votent parce que c'est un sujet qui est sur lequel eux-mêmes ne sont pas engagés, mais ils tiennent à ce que ce soit un sujet qui soit important dans la société. De la même manière, quand on va dans une entreprise, c'est peut-être pas la priorité absolue, la question de l'engagement, mais en revanche, si ça n'y est pas, déjà, sur le long terme, ça peut être un élément qui fait qu'on s'en aille, mais on attend quand même que dans l'entreprise, ça puisse être un sujet qui est traité parce que, justement, à titre individuel, on n'a pas forcément les moyens, on ne sait pas forcément comment faire, et donc il y a vraiment cette attente qui peut être un vrai plus pour l'entreprise. Ça ne veut pas dire que c'est les critères principaux, mais c'est un critère qui est important. C'est bon pour ce critère-là. L'inclusion, évidemment, hein, tout ça fait sens. On en parlera évidemment, Yanis, tout au long de cette seconde séquence. Troisième résultat, les attentes. Ah oui, tiens, on parlait IA tout. Les attentes vis-à-vis de l'employeur en matière d'intelligence artificielle. Alors, oui, alors donc là en fait on avait le slide résumé, mais voilà, qui marque bien sur l'engagement qu'on est quand même derrière, mais je pense qu'on a assez bien expliqué qu'il ne fallait pas le sous-estimer pour autant. Donc en fait on a demandé à nos jeunes qu'ils alors là j'ai besoin du libellé, qu'elles me laissent utiliser librement ces outils dès que j'en ressens le besoin. Donc là vous voyez on a un pourcentage qui est incroyable. Je pense que moi si je devais retenir un chiffre de cette étude c'est ce chiffre-là, parce que je ne suis pas sûr aujourd'hui on fait des études sur l'IA, on accompagne des entreprises sur la fonction com et l'IA. Quand on discute avec les gens dans l'entreprise, je ne suis pas sûr qu'ils aient conscience que les gens qu'ils vont accueillir demain ont un assistant personnel qui s'appelle l'IA. Ils ont appris à apprendre avec l'IA. Et en fait, ça fait partie de leur quotidien. On peut tout de suite aller, on peut tout de suite aller sur la slide après. 1 sur 2 l'utilise au moins une fois par jour. Donc en fait, vous voyez, ça fait partie de leur quotidien. Donc une entreprise qui serait en retard ou qui mettrait des freins en disant bah non, ça on n'a pas l'habitude de faire comme ça, etc. Donc je pense que là, il y a un huilage, il y a eu une accélération. Je ne suis pas certain que le monde de l'entreprise aujourd'hui, en tout cas moi dans mes contacts au quotidien, moi-même en tant que manager, je dois dire que même si je suis certain que dans le métier des études, et le groupe IFOP investit beaucoup en la matière, nos métiers vont changer. Mais néanmoins, moi, au quotidien, ça n'a pas vraiment changé, en fait. Et j'ai peur des gens qui vont arriver dans mon équipe, ça a déjà commencé. J'ai peur des jeunes qui arrivent. Ça tombe mal. Évidemment, c'est, comme le dit Assaël Hadari, c'est une fonction augmentée, c'est des jeunes augmentés, c'est une fonction augmentée. Non, mais de la même manière, enfin, j'ai 30 ans, donc je n'ai pas connu ces périodes-là, mais de la même manière, les gens qui disaient il y a 30 ans, l'Internet, je ne vais pas y aller, ça me fait peur. De manière que ceux qui disaient le téléphone portable, surtout pas. Et voilà, et à un moment donné, soit on est acteur, soit on est passif. Mais à un moment donné, l'entreprise va devoir s'adapter, parce que s'il rate le train, il y a plein d'entreprises qui vont se casser la figure. Inès, alors, une grande entreprise comme la vôtre s'est mise à l'heure de l'IA? Oui, elle s'est mise à l'heure de l'IA, mais alors juste avant, je voudrais revenir parce que sur les résultats, ce qu'on a vu précédemment, la table ronde sur la fonction communication, qui arrivait en tête des fonctions plébiscitées par l'ensemble des jeunes. Et ça, en fait, je trouve qu'on parlait de messages à passer. Je suis très contente que cette fonction communication stratégique dans une entreprise remonte aussi en palmarès des fonctions plébiscitées. Voilà, c'était le message d'Inès. Voilà. On revient à l'IA, s'il vous plaît. Il faut être militant de nos expertises. Totalement. Et sur la partie IA, oui, et d'ailleurs c'est intéressant parce que je pense que de l'extérieur, on pourrait se dire le monde de l'industrie, le monde industriel, etc. est peut-être un peu éloigné de ces problématiques-là. En réalité, non. L'IA, c'est une problématique du quotidien chez Legrand. Pourquoi? Parce que déjà, il y a une somme très très importante de données de références produits qu'il
faut traiter et qu'il faut fiabiliser, qu'il faut rendre en tout cas exploitable pour après l'exploiter en communication et surtout en être une preuve irréfutable. Et puis après, derrière, elle a toute cette notion de génération de contenu qui, là aussi, le groupe travaille dessus pour pouvoir mettre à disposition des collaboratrices et des collaborateurs de la génération de contenu. Et après, si je reviens moi, sur le périmètre de mon équipe communication, effectivement, c'est ce que je leur dis aujourd'hui, on ne peut pas être un communicant ou une communicante sans utiliser l'IA en 2025. Une question, parce que vous avez vu, ils veulent être en gros, qu'on les laisse utiliser l'IA comme ils veulent, quand ils veulent. Alors ça pose la problématique de la confidentialité, hein, parce que c'est les LLM, c'est ça, chacun a son propre système propriétaire. Est-ce que ça veut dire que vous devez investir massivement pour aller sur des outils qui vous sont propres? Oui. Ça veut dire qu'on doit investir. Et le groupe investit à la fois par les recrutements que le groupe fait au niveau de la fonction, de la direction de la stratégie, où il y a, je pense à Vincent notamment, qui est arrivé récemment et qui justement a pris le sujet aussi de l'IA au sein du groupe, Vincent Wang. Voilà. On connaît Vincent maintenant. et qui porte ce sujet effectivement dans le groupe et qui le fait diffuser à tous les niveaux de l'entreprise et à tous les niveaux à toutes les strates, dans toutes les strates de l'entreprise. Et ça, effectivement, c'est important aussi de cet accompagnement, cette pédagogie qu'on doit faire aussi au sein de l'entreprise pour dire finalement, les candidates et les candidats qui arrivent demain, il faut que nous, même collaboratrices et collaborateurs en interne, on soit sensibilisés sur ce sujet. Oui. Emmanuel. Plusieurs infos du coup sur les slides. La majorité utilise au moins une fois par semaine consciemment. Après, il y a tout l'IA qu'on utilise inconsciemment. On utilise depuis 20 ans de l'IA de toute façon sur Google, ça donne des C'est important réponses. de le modérer. Et la deuxième chose qui fait qu'en fait les entreprises, c'est même plus un débat pour moi en 2025, l'IA, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des établissements enseignement supérieur qui ont intégré l'IA et qui ont même des programmes dédiés à l'IA et tout type de formation, que ce soit des grandes écoles ou pas des grandes écoles d'ailleurs, des universités, des CFA, des BTS, c'est devenu le quotidien. On est au cœur de l'actualité dans un débat où on intègre l'IA au lycée et au collège. Donc en fait, vous ne pouvez pas avoir le bout de la chaîne, à savoir les entreprises, qui soient réticents à l'IA. Sinon, là, en termes... Mais je ne pense pas qu'elles soient réticentes, c'est surtout l'usage quotidien qui pose question. Enfin, Mais aujourd'hui, c'est tellement devenu un réflexe, même un psychologue ChatGPT pour les jeunes. Quand je dis les jeunes, c'est collège, lycée, étudiants, qu'on ne peut plus freiner cette grosse machine. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des vrais impacts écologiques par rapport à ça. Et Nicolas. Je crois qu'il y a un géant chinois qui est arrivé sur le marché justement avec des solutions qui sont moins énergivores. J'utilise le chat, je vous le dis tout de suite. Après, on a vu le patron de Mistral, donc voilà, maintenant c'est le chat. Ok. Le chat, c'est très bien. C'est pas mal aussi. Alors je dis, quand même, il y a eu quelques petites... work in progress, comme on dit. Oui. Alors Nicolas, est-ce qu'ils ont conscience que quand ils utilisent l'IA, quand même, ils surconsomment de l'électricité et puis c'est pas terrible? Je ne pense pas trop encore, parce que l'IA est un sujet neuf sur lequel on communique beaucoup sur les avantages que ça procure. Et donc, vu à quel point ils ont adopté son usage, à l'évidence, ils ont compris quels en étaient les avantages. Maintenant, cette question environnementale, elle sera traitée de deux façons. C'est-à-dire que vous avez d'une part, l'usage de l'IA, ça repose sur l'endroit où sont stockées l'ensemble des données qui sont traitées par l'IA. Et donc, en fait, en fonction de si l'outil utilise du stockage de données en France ou aux États-Unis, par exemple, le niveau d'émission carbone de l'utilisation de cette IA, de cet assistant, n'est pas le même, puisque la France a une énergie très décarbonée, ce qui n'est pas le cas des États-Unis et encore moins de la Chine. Donc, ces lieux de stockage des données vont être pour les acteurs de l'IA. Mais d'ailleurs, les Google, Amazon... C'est pour ça que le président a annoncé la création de quelques dizaines de data centers là, en France. Alors, c'est pas ça directement, mais en tout cas, ça va servir. Parce qu'aujourd'hui, le discours, par exemple, du plus gros énergéticien français, en l'occurrence électricien EDF, c'est de dire que on va produire de l'énergie, nous produisons de l'énergie décarbonée, et que ce nouvel usage de l'IA doit venir se localiser en France pour stocker ces données, et parce qu'en fait, c'est un moyen très efficace de décarboner l'usage de ces outils numériques. On peut avoir deux réactions face à ça, dire c'est terrible et il faut arrêter, mais bon, globalement, c'est à mon sens peine perdue. Qui est à fond. Voilà, donc nous, sur l'événement qui arrive en mars, on va traiter cette question de l'IA du numérique. Comment est-ce que ça peut être un allié de la transition écologique et pas un ennemi spécifiquement? Et donc, ces questions-là de production d'énergie, puisque ça recoupe ça beaucoup, la consommation d'énergie, mais aussi de construction des data centers,
doivent être au cœur de la façon dont les acteurs de l'IA vont demain positionner une IA qui sera plus responsable sur l'aspect environnemental. On rappelle qu'on est un pays qui produit de l'électricité décarbonée, de l'énergie décarbonée, il faut le savoir, malgré tout ce qu'on a pu dire. On a hésité un peu, de manière un peu surréaliste d'ailleurs, sous la pression de nos amis allemands. Voilà, j'ai dit. Inès. Les problématiques, par exemple, dans un groupe comme Le Grand sur l'IA, et ce n'est pas vraiment des freins, mais c'est un questionnement qu'on doit avoir, c'est autour de l'éthique, autour de la sécurité juridique et autour de la confidentialité des données et la cybersécurité. En fait, c'est ça aussi les problématiques. La cybersécurité, c'est l'enjeu, un des enjeux prioritaires. Oui. Emmanuel. Ce qui est intéressant aussi, en sondant beaucoup d'étudiants sur les événements, c'est que les étudiants qui débarquent dans les entreprises, soit en alternance, en stage ou en CDI, le rapport de force sur les connaissances au moment où ils intègrent une société n'ont rien à voir alors quand il n'y avait pas ChatGPT, le rapport de force entre les recruteurs et les recrutés était largement favorable aux recruteurs qui connaissaient du coup son droit et les recrutés pas forcément. Là aujourd'hui, vous avez des échanges qui sont surréalistes entre les étudiants et les employeurs parce qu'aujourd'hui ils font tout passer dans ChatGPT avant de répondre aux mails de la RH. Parce qu'avec l'intelligence, vous pouvez repérer un courrier, une lettre de motivation faite par l'intelligence. C'est ça. Et du coup, c'est intéressant parce que ça donne un niveau de connaissance juridique absolument phénoménal à des étudiants qui débarquent dans les entreprises. Et donc ça, pareil, il faut revoir le rapport de force parce que les étudiants sont très lucides et connaissent très très bien l'outil côté recruteur. Parce que du coup, en face, on a des gens qui sont très très informés maintenant. Très informés, ou déformés d'ailleurs. Informés, mais qui souhaitent progresser. Bah oui, puisqu'ils veulent de la formation. Puisque c'est l'une des tendances fortes du baromètre depuis 2-3 ans, c'est le besoin et enfin l'envie d'acquérir plus de connaissances au sein de l'entreprise. C'est un enjeu qui est majeur. C'est-à-dire, en gros, je ne vais pas dans une entreprise pour occuper un poste qui va rester le même pendant 6 mois. Ce besoin d'évolution. Et donc là, très, très clairement, vous voyez, ils sont à 78% à dire « aidez-moi à être encore mieux alors qu'eux-mêmes risquent d'être déjà beaucoup mieux formés que leurs collègues qu'ils vont retrouver dans l'entreprise. C'est pas un tableau trop noir, Pierre. Je suis sûr que tout le monde va s'y mettre. Yanis, vous vous souvenez, vous avez sans doute regardé le président de la République quand il était au sommet de l'IA. La première chose qu'il a présentée, c'est un jeune homme qui marchait avec un exosquelette et qui montrait les possibilités de l'IA pour optimiser en réalité ce nouvel comment être personnel assistant pour ces jeunes. Donc ça veut dire, c'est peut-être aussi un pas vers l'inclusion Un pas vers l'inclusion, certes, mais surtout, sur la partie AGFIP en tant que telle, on traite à peu près 250 000 dossiers par an d'aide de personnes, d'aménagement de travail, de personnes ou d'entreprises qui souhaitent accueillir une personne handicapée. Demain, avec l'IA, on pourrait traiter les dossiers beaucoup plus rapidement. On pourrait détecter également des fraudes beaucoup plus rapidement. Mais derrière, il y a cette logique d'éthique, de RGPD, et je pense que l'urgence, c'est d'avoir un cadre législatif sur l'utilisation de l'IA, très clairement. C'est très dur, mais c'est comme la blockchain à l'époque. Les gens qui prenaient des détenteurs de Bitcoin, rappelez-vous, en 2017-2018, les gens qui pensaient que le Bitcoin était finalement une espèce de bulle, et que les gens, quand on voyait la queue, non loin d'ici, rue du Nil, à la maison du Bitcoin, il y avait des heures de queue pour acheter ne serait-ce qu'un micro-Bitcoin. Et on prenait les gens pour les éliminer. Aujourd'hui, ces gens-là sont sûrement multimillionnaires. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On aurait dû acheter, c'est ce que vous êtes on aurait dû faire la queue. C'est trop tard. Non, mais c'est ce que je vous disais, du coup, il y a une réelle frontière. Et on avance parce que le temps passe, mais on parle trop. Mais en même temps, c'est passionnant. Quatrième résultat, on va un peu speeder, Pierre, parce que... Oui. Utilisation des sites et des... Ah oui, on devait avoir notre ami de LinkedIn qui devait être là. Ça aurait été son heure de gloire, puisque quand on regarde le classement... Donc il y a un canal mainstream, c'est ce que montre donc pour les réseaux sociaux et sites internet pour les recherches d'emploi. Il y a un canal mainstream. Alain d'Epoca l'explique très bien, et peut-être que Emmanuel, vous pourriez nous apporter cette précision aussi du fait de son succès. Il y a un certain encombrement aussi sur ce réseau social-là pour une certaine forme de visibilité. Et du coup, moi, ce que je vois dans cette slide, c'est qu'il y a possibilité, en fait, d'avoir une stratégie multicanale, tout simplement. Parce que du coup, en fonction de ce qu'on recherche, on voit qu'il y a de l'appétence, on voit qu'il y a de la consommation de plusieurs approches sont possibles, et que vraisemblablement, la bonne stratégie, elle n'est pas monocanale. C'est intéressant parce qu'en plus, c'est un peu relié à la slide
d'avant. Aujourd'hui, c'est beaucoup de postes d'étudiants qui sont faits directement grâce à ChatGPT. Mais LinkedIn, ce qui est intéressant avec LinkedIn, c'est qu'aujourd'hui, LinkedIn a compris sa position sur ce secteur-là. Et donc du coup, ils transforment leurs outils. Là, maintenant, ils ont un système de shorts comme sur YouTube où vous pouvez swiper de vidéo en vidéo. Donc on se rend compte qu'ils savent qu'aujourd'hui, ils sont très forts sur les jeunes et ils adaptent encore plus leurs outils à leur manière de consommer. Je vais juste modérer un peu Job Teaser. Aujourd'hui, Job Teaser, c'est une super plateforme mais qui est intégrée directement dans les supports des écoles. Donc, entre guillemets, les jeunes sont obligés de l'utiliser pour beaucoup d'établissements d'enseignement supérieur, alors que LinkedIn, c'est vraiment, les gens ils vont de leur propre gré. Donc c'est ça qui est intéressant. Et Indeed, pour le coup, c'est une plateforme de masse beaucoup moins précis côté entreprise pour le recrutement. Tout le monde y est. Aujourd'hui, oui, LinkedIn reste la plateforme la plus performante. C'est intéressant de voir que TikTok, dont tout le monde parle, quand même, c'est en queue de peloton, si je puis dire. Oui, mais ça. J'espère qu'il n'y a pas quelqu'un de TikTok dans la salle, parce que je. C'est pas fait pour. Si, beaucoup d'entreprises se positionnent. Ça monte sur le sujet professionnel. Là, on est vraiment sur la recherche d'emploi de stage. Et donc, on va le voir dans la slide d'après, la consommation de TikTok est beaucoup plus haute quand on parle de usage, tout usage confondu. C'est ça. D'accord, ok. Bon, j'aurais dû me taire, c'est ce que vous êtes en train de me dire. Très bien. Qu'est-ce que vous pensez en fait des réseaux sociaux comme ça, l'usage des réseaux sociaux? C'est des outils qui sont indispensables. Que LinkedIn soit en tête, c'est absolument cohérent pour le coup, sans aucun problème. Enfin, c'est la plateforme aujourd'hui professionnelle qui est la plus... À la fois, il y a des contenus qui sont engagés, militants, qu'on peut voir sur cette plateforme, et des contenus qui sont très axés professionnels au sens descriptif, information. Je crois que c'est vraiment, pour le coup, la plateforme sur laquelle il faut être. Inès, un mot sur LinkedIn? Je trouve c'est la fête à LinkedIn. Alors, la façon dont on l'utilise, nous, pour le grand en France, c'est une façon de promouvoir plein de messages. On n'a pas forcément une communication orientée principalement sur de la communication recrutement, mais finalement, quand on va promouvoir un message sur la RSE ou sur de l'innovation produit, etc., c'est aussi une façon de dire qu'on est dans un monde qui innove, qu'un monde qui est inclusif par rapport aussi à la façon dont on va traiter la forme de la communication, et on active bien le fond, la forme, pour aussi valoriser la marque employeur à travers nos différentes prises de parole. On continue? Alors oui, cette slide, elle est très focusée réseaux sociaux, c'est son statut. On a fait une étude l'année dernière pour une fédération scolaire qui s'appelle la FESIC sur l'orientation des gens en lycée et en première, en première et en terminale, leur orientation post-bac. Et on a vu que l'expérience physique, c'est-à-dire le fait d'aller sur des salons, était assez déterminante. Et en fait, en impact ressenti, les gens disaient que les journées portes ouvertes et les journées de salon où on rencontrait les écoles étaient mieux. Donc je pense qu'il y a aussi ce volet événementiel qui est tout à fait important. On en a parlé dans la première table ronde. Voilà, quand les écoles les entreprises vont à la rencontre des étudiants dans les écoles, je pense que c'est véritablement pas à minimiser pour forger des convictions pour la suite. Bien sûr, mais le contact humain reste la clé. Enfin, je ne veux pas de défouloir. LinkedIn quand même est tellement puissant qu'aujourd'hui dans les cours, dans n'importe quel établissement aujourd'hui d'enseignement supérieur, on vous forme à LinkedIn, c'est-à-dire dans vos cours c'est intégré. Il y a un certificat LinkedIn. Comment avoir un bon LinkedIn, et en plus on peut passer des certificats sur LinkedIn. C'est encore plus valorisé dans le parcours des étudiants. Voilà, bon, on aura sur LinkedIn, là, on a quand même. C'était leader. Attends, j'annonce le 5e résultat, Pierre, excuse-moi. Le temps passé sur les réseaux sociaux par jour. Alors, il est. Voilà, donc je me vous voyez là, là, parce que... on a un palmarès, quand on regarde, donc c'est plus LinkedIn, hein, le temps passé évidemment, c'est Instagram et YouTube. Et surtout, je pense que je dirais YouTube. Je vous invite à regarder la dernière ligne. C'est-à-dire qu'on a 38% pour les jeunes et 30% pour les grandes écoles, je ne sais pas où ils trouvent ce temps-là, très honnêtement, qui vont passer au moins 1 heure par jour sur au moins 3 réseaux sociaux. Donc on parle de 3 heures
On va pas faire les vieux, hein, c'est comme ça. Ils regardent pas la télé, ils sont sur les réseaux sociaux. Je crois que c'est un peu comme ça. Évidemment, c'est quand même, si on se dit que cette génération, la génération Y ne passait pas 3 heures sur Facebook à plus de 30%. Ce truc-là, c'est donc véritablement une génération, et donc je disais tout à l'heure qu'on commence à la voir arriver dans nos entreprises, mais je ne sais pas chez vous, mais chez nous, ils font deux choses en même temps. C'est-à-dire que le portable continue sa vie pendant qu'ils sont en train de travailler. C'est ce qu'a dit Anis, il n'a pas arrêté de tapoter sur son portable pendant qu'il était sur l'émission. Je balance, hein, parce que on t'a tous vu. C'est la génération. C'est la génération. Alors, Insta en tête, c'est quand même l'usage de ces réseaux sociaux. Ça veut dire aussi qu'il faut jouer avec ces réseaux aussi. Bien sûr. LinkedIn, ok, c'est corporate, c'est pro, c'est emploi. Les algorithmes de feed, finalement, permettent qu'on lise une espèce d'addiction qui est terrible. Ouais. Et, sur TikTok, hein, on en parle beaucoup. Oui, mais il y a un enseignement là-dedans. Enfin, il y a beaucoup de contenu aussi ludique où on apprend énormément. Bien sûr, en tout cas, dans mon usage, si on passe 1 heure, c'est mieux que 3 dans mon heures. usage sur la communication, dans mon usage... Je pense que on est sur une génération, alors moi je suis dans la fin du palier, mais je suis encore un peu dedans. On est une génération où on passe en moyenne 5h30, 6 heures par jour sur notre téléphone, parce que c'est le prolongement et on peut faire tellement de choses aujourd'hui avec son téléphone. C'est devenu même un outil pour étudier. En effet, on ne regarde plus la télévision, donc on regarde YouTube. Donc c'est aussi ça qui peut être intéressant pour les marques employeurs d'aller chercher des jeunes sur cette cible-là. C'est terrible, ça ne va pas forcément en s'améliorant. Et Instagram, du coup, c'est là où, pour moi, les entreprises doivent aussi faire un énorme effort. Aujourd'hui, vous avez des systèmes de formulaires intégrés où vous pouvez postuler directement depuis Instagram en remplissant à peine vos informations, elles se remplissent automatiquement et vous pouvez postuler dans des entreprises hyper facilement. Et en effet, c'est ce que tu disais, et c'est ça qui est la maladie de notre siècle. C'est horrible de dire ça parce que je suis en plein dedans aussi, donc je suis malade aussi. Vous n'avez pas l'air malade, hein. Mais c'est qu'en fait, on est une génération où en fait, et c'est scientifique, on est devenu accro au scroll. Et c'est ça qui nous donne la dopamine. Et finalement, quel que soit le support, ce que montrent les études, c'est scientifique, c'est que le jeune, le lycéen, l'étudiant, malheureusement les collégiens, sont plus addicts au système de scroll qui va procurer la dopamine qu'en réseau. On est passé à une séquence médicale, hein. Pierre, je suis désolé. Ça s'appelle la nomophobie d'ailleurs. D'accord, voilà, c'est aussi l'étymologie du mot. Inès. En fait, une marque comme Legrand, je l'ai. Mais une marque comme Legrand, en fait, elle se doit d'être présente aussi sur ses canaux de communication, sur ses réseaux sociaux. C'est un peu contre-intuitif. Aller sur TikTok, par exemple, ou c'est normal, légitime? Non, c'est normal. C'est normal, justement parce qu'on doit parler aussi au public les plus jeunes et aux plus jeunes générations. Et en fait, ne pas y être, ce serait une erreur. Et surtout, d'y être, c'est aussi une façon de promouvoir la marque employeur, ne serait-ce que par sa présence sur ces réseaux. Nicolas, vous faites de la promo sur tous ces réseaux? Oui, en fait, nous, ce sont des outils qu'on utilise plutôt pour diffuser des contenus qui ont été faits pendant les tables rondes où on a eu des échanges. Et en fait, c'est un outil qu'on utilise pour sensibiliser, parce qu'il y a encore besoin de sensibiliser sur ces sujets, notamment vers les plus jeunes. Donc oui, effectivement, c'est des outils qui sont très utiles. Mais il nous reste 30 secondes, 40 secondes. Pierre, bon, on va prendre un petit peu plus de temps, mais là, j'avoue qu'on s'est laissé un peu dépasser, parce que c'était bien, tout simplement, comme la première partie. Le 6e résultat, rapidement. Donc, on a demandé aux résultats dans quelle mesure chacun des éléments suivants déclencherait-il votre envie de démissionner, de quitter l'entreprise. Donc là, à nouveau, vous voyez, la hiérarchie est assez respectée entre l'échantillon jeune et grandes écoles. Hein. On parle donc toujours de la même génération, quel que soit le diplôme. Et on l'évoquait en filigrane dans la première table ronde, le respect, le manque de respect, quelle que soit sa position hiérarchique. Donc c'est là où on a une génération, en fait, qui va aller au travail dans un rapport équilibré, c'est plus le travail à papa. Et donc, c'est là où on parlait, donnant, l'expression de preuve. Voilà. Je pense qu'il faut absolument que les entreprises comprennent que cette génération-là, quand on lui demande combien de temps elle se projette dans l'entreprise, à 60%, elle ne se projette pas au-delà de 3 ans. Donc, évidemment, on est dans un rapport de force. Le monsieur de BNP nous l'a dit, Pierre-Henri.
nous l'a dit, voilà, un marché de candidats. Mais sur ce sujet du respect, le fait de ne pas pouvoir monter en compétence, deuxième item qui arrive. Mais après, si on regarde, et je ferai ce dernier commentaire. Oui, parce que voilà. on est en retard. Si on regarde le tableau par le bas, dans la colonne Total Jeune, l'impossibilité de télétravailler au moins 2 jours par semaine. Donc, on a aujourd'hui en déclaratif des gens... un quart. Un cinquième. 25. C'est 25 23%. Ah, 23 alors. Oh, ouais. Alors, un quart. Non, Un quart. c'est- D'autant plus que pour aller dans le sens de Gilbert, si on corrige ce chiffre de tous les gens qui sont dans les filières où on ne peut pas télétravailler, Oui, on ce les qui veut retire. dire que les gens qui vont se intégrer une entreprise ou une fonction dans l'entreprise qui est sédentaire attend irrémédiablement, ça va être un critère de sélection de cette Bien sûr. entreprise d'avoir au moins ces 2 jours de Agnès, un télétravail. commentaire sur le respect. C'est quelque chose en plus qui est Bah, palpable. En tout cas, comment ça se formule? Enfin, moi, le commentaire premier que je veux faire, c'est quel que soit l'âge, en fait, c'est le manque de respect nous ferait partir, moi la première. Donc, effectivement, je pense que c'est bien de remettre l'église au milieu du village comme ça, de cette façon-là, je trouve. Parce que effectivement, moi qui suis plutôt issu de la génération milléniale, je pense que et quand je revois mes débuts dans mon parcours professionnel, effectivement, j'ai peut-être accepté des choses que cette génération-là C'est fini. n'accepterait plus. Et je suis très content de cette évolution pour la génération. Emmanuel. Bah, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que quand un jeune débarque dans une entreprise, il va s'identifier tout de suite à son manager, à sa hiérarchie, parce qu'entre guillemets, c'est son évolution. Est-ce que j'ai envie de devenir ça? Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, avec les réseaux, avec toutes les plateformes qu'on a vues, qui sont quand même qui sont beaucoup utilisées comme application de messagerie, quand même, hein. Instagram, TikTok, Snapchat, c'est surtout pour s'envoyer des messages. Aujourd'hui, les jeunes se parlent et savent totalement reconnaître un manager toxique, des comportements abusifs dans une entreprise. Et en fait, des choses avant qui n'étaient pas autant médiatisées, aujourd'hui, vous avez des tas de médias qui relaient ça et sont beaucoup plus attentifs, ce qui explique le fait d'être attentif du coup au manque de respect ou à la position hiérarchique. Yanis, le respect, c'est le respect de la différence et l'inclusion de tous. Hein, je crois qu'on peut le dire aussi. Et Bien vous travaillez sûr. beaucoup là-dessus. Bien sûr, on essaie de travailler là-dessus pour justement donner un autre souffle et prouver que la différence est une chance pour l'entreprise et non l'inverse. La deuxième raison est intéressante, le fait de ne pas pouvoir monter en compétences ou évoluer, ce qui n'était peut-être pas le cas avant, et aujourd'hui on voit le manque de... J'en suis également victime aussi, mais le manque de confiance dans l'avenir. C'est-à-dire qu'on n'a pas le temps, on est dans l'instantané. De la manière qu'on est sur les réseaux sociaux, on a tout de suite notre vidéo, notre résultat, notre attente est de suite rassasiée. Là on est pareil, c'est-à-dire que si on ne monte pas en compétence, si on n'est pas senior, si on n'est pas augmenté dans l'année, dans les 6 mois ou autre, hop, on va aller voir ailleurs. Alors qu'à l'époque, on était dans le temps long. On passait toute la carte dans une entreprise et la personne qui avait la bougeotte tous les 2 ans, c'était quelqu'un d'étrange, de bizarre, de volumineux. Nicolas, je vais vous passer la parole pour conclure l'émission. Pierre, merci, on a tout dit. Merci. Merci. Déjà Oui, c'est déjà fini. Alors attendez, parce qu'on va vous présenter quelques images. Nicolas, dites-nous ce qu'on va voir. C'est une petite mise en bouche de ce qui va se passer. Rappelez-nous la date, les invités, enfin bref, c'est votre moment. Merci. Non, le World Impact Summit, effectivement, qui se déroule les 25 et 26 mars prochains à Bordeaux. Donc c'est un événement qui a vocation à réunir des acteurs politiques, institutionnels, économiques autour des grands enjeux de la transition, qui accueille donc des intervenants de haut niveau. Alors je mentionnais Paul Watson, Bertrand Piccard et la Fondation Solar Impulse. On aura également des représentants politiques. Important pour nous d'avoir cette présence politique parce que c'est un sujet qui aujourd'hui est beaucoup remis en question. On va avoir très prochainement les déclarations de la Commission européenne sur la CSRD qui doit inquiéter toutes les entreprises qui sont présentes dans la salle. Non, ou en tout cas j'avais l'air préoccupées plutôt... parce que c'est un sujet sur lequel il va y avoir du mouvement. On est dans une actualité et une géopolitique mondiale où la question du climat va être plus ou moins acceptée. Donc il faut continuer à se mobiliser. Alors vous lancez le magnéto comme faisait Ardisson, magnéto-serge. Enfin vous dites pas magnéto-serge, vous dites voilà, on regarde tout de suite quelques images dans la caméra. Voilà, ici celle-là.
Voilà, c'est la dernière séquence de notre programme ce soir, les entreprises préférées des 20-30 ans, avec le palmarès. Pierre, vous allez dévoiler avec Mathieu Gabé qui nous a rejoint. Il est à l'origine de cette étude, fondateur d'Epoca. C'est lui qui a eu l'idée il y a 12 ans, 12e édition déjà. Exactement, Gilbert. Mathieu, raconte-nous un peu. Alors, d'abord, on est ravis. Bonsoir à toutes et à tous. Merci à tous pour votre contribution. Alors, j'ai la terrible tâche de devoir faire rapidement la présentation du palmarès avec Pierre. C'est le moment le plus attendu. C'est aussi peut-être le moment le moins intéressant finalement avec tout ce que j'ai entendu avant. Et surtout, tout ce qu'on a la capacité de déployer. Alain Damon, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Cette étude, c'est une mine. C'est une mine qui vous permet d'avoir énormément d'éléments, d'avoir une visibilité pour les 300 marques qui sont présentes ce soir. Alors, quelques petites informations importantes à avoir en tête aussi pour toutes celles et tous ceux qui sont aujourd'hui dans les locaux pour récupérer leur trophée qu'on va découvrir dans quelques instants. N'oubliez pas d'aller le récupérer à l'accueil avant de partir, ce serait dommage. Hein. Chaque année, il y en a qui repartent en oubliant leur trophée et qui nous disent bah alors ils étaient où? Ils sont à l'accueil en partant. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, évidemment, on va se retrouver dans quelques instants, dans une vingtaine de minutes après le dévoilement des résultats pour prendre un petit verre tous ensemble et puis rencontrer les différentes entreprises et institutions qui sont présentes ce soir. Et puis j'espère qu'on aura évidemment l'occasion, avec Pierre et ses équipes, avec Alain Damon et ses équipes, la possibilité de vous présenter tous vos résultats détaillés sur les 4 critères sur lesquels vos entreprises sont challengées. Alors, on a commencé par vous sortir avec Pierre les principales hausses et les principales baisses de l'année sur cette édition 2025 du palmarès des entreprises préférées des étudiants et des jeunes diplômés. Je vous laisse les découvrir à l'écran. Alors, ça correspond parfois à des aspects liés à des secteurs, liés à des crises. Hein. Quand on retrouve une entreprise comme Atos, évidemment, on se doute bien que c'est pas simple pour elle. Ça ne veut pas dire que les résultats sont très mauvais pour toutes ces entreprises, bien au contraire, et réciproquement. D'autres pour des raisons sectorielles ou parce qu'il y a eu un vrai travail de fait en matière de marque employeur avec Epoca ou avec d'autres, ça a permis de faire émerger et de faire bouger un certain nombre de lignes. Alors mon cher Pierre, la façon dont ça va se passer, on va commencer tous les deux par présenter les différents résultats sectoriels pour que ce soit pas trop ennuyeux pour tout le monde, on va faire assez vite. Vous allez le voir, à chaque fois, on va systématiquement vous présenter les résultats de cette année, vous verrez les évolutions par rapport à l'année dernière en matière sectorielle, mais aussi en matière d'évolution globale parmi les 300 entreprises, ce qui vous permet de vous positionner. Et tous les acteurs du secteur seront positionnés, ce qui permettra à tout le monde de faire des photos, de regarder, de le partager à la suite sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Alors attention, le classement qu'on vous présente, c'est le classement des grandes écoles de management, des grandes écoles d'ingénieurs, avec un redressement sur le top 25 management, top 25 écoles d'ingénieurs. Il y a plein d'autres classements qui existent, mais ça, on aura l'occasion, si vous décidez d'aller plus loin avec les équipes d'Occurrence et de l'IFOP, vous aurez la possibilité, évidemment, d'avoir le détail de tout ça. Alors, premier secteur, mon cher Pierre, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le secteur de l'agriculture? Bientôt un salon qui arrive, donc quelques informations. Eh bien, Avril reste à la première place, Limagrin fait son entrée dans le podium en numéro 3 et Tereos perd une place et nous avons perdu Agrial qui reste toutefois en 7e position de ce classement, de ce palmarès. Et donc vous avez sur la droite de la slide, comme je vous le disais, l'ensemble du positionnement des acteurs sectoriels. Alors attention, c'est les équipes de Pierre qui a fait les regroupements par secteur d'activité en prenant les leaders d'activité et des marques connues, puisque 4 questions qui sont posées sur vos entreprises. Est-ce que je connais? Notoriété, attractivité employeur, envie d'y travailler, performance de votre communication. Et pour pouvoir évaluer les 3 autres, encore faut-il être connu. Donc ce qui vous explique le pourquoi du comment. Deuxième secteur, le secteur de l'agroalimentaire, avec aucun changement par rapport à l'année dernière. On garde le même top 3 et de la même façon, sur la droite, vous avez les évolutions pour cette année et pour l'année précédente. Danone qui a toujours été très bien classé. On verra tout à l'heure dans le classement général ce que ça donne pour l'entreprise. Un secteur toujours très bataillé, qu'est le secteur de l'audit, mon cher Pierre? Oui, le secteur de l'audit. Et là, vous voyez, Deloitte cède la première place à EY et KPMG devient ex-aequo avec Deloitte. Donc, c'est le même trio. Alors ça intéresse beaucoup Gilbert qui prend une petite photo. Bah oui, attends, mais je ne suis pas à l'écran. Ex-aequo, juste pour rappeler à tout le monde, quand on est ex-aequo, c'est qu'il y a moins de 0,5% d'écart et que donc évidemment les équipes d'Occurrence et de l'IFOP n'ont pas pu faire le distinguo puisque globalement le taux est trop petit.
Dans le secteur automobile équipementier, on a aussi deux égalités, Michelin, Volkswagen en 3e position, Mercedes qui garde la première place, devant Renault de la même façon, et Volkswagen monte sur le podium. Banque assurance, crédit consommation, enfin pardon, banque crédit consommation, excuse-moi Pierre. Alors, nous avons un switch entre le premier de l'année dernière, la Société Générale passe en 3e position, BNP reste BNP qui était premier ex-aequo reste premier, mais par contre Crédit Agricole qui était 2e, puisqu'il y avait 2 premiers ex-aequo, reste 2e. À la 2e place, donc un peu difficile déclassement à expliquer pour la Société Générale dans ce podium. On peut noter sur ce slide l'entrée en fanfare de BPI France, puisque il n'était pas dans le classement l'année dernière et il est en 4e position de ce palmarès. Alors, un grand secteur conseil, ESN ingénierie, grosse bataille sur le recrutement. C'est encore un des secteurs qui recrute encore le plus aujourd'hui, dans un contexte, comme on l'a vu, qui est en train de se retourner, où globalement aujourd'hui, quand on accompagne des entreprises et des institutions sur des sujets de marque employeur, chez EPOCA, on accompagne près d'une 50aine d'entreprises et d'institutions sur ces sujets-là. On parle aussi beaucoup de mobilité et d'accompagnement à la mobilité compte tenu du contexte. C'est encore un secteur qui recrute énormément. Capgemini toujours en première position, IBM en 2e position et Accenture. Ça ne bouge pas par rapport à l'année dernière et je vous laisse découvrir sur la droite le classement détaillé et les évolutions. On peut peut-être juste noter OnePoint qui monte dans le classement général et monte dans le classement. Donc finalement, rater le rachat d'Atos, ça marche et ça fait monter. Conseil en stratégie, mon cher Pierre? Alors, conseil en stratégie, là, on est sur du solide, puisque les 4 premières places ne bougent pas. McKinsey, BCG, Ben et compagnie et Oliver Wyman et YouTube, mon cher. Alors, secteur de la construction, Eiffage en première position, donc qui prend la première position devant Vinci Construction et Bouygues Construction. C'est un méli-mélo par rapport à l'année dernière et vous découvrez sur la droite les différentes autres entreprises qui font partie du classement. Distribution spécialisée avec des ex-aequo en 3e position. Oui, tout à fait. Alors, Decathlon et Ikea restent en première position, en première et 2e position. Galeries Lafayette part au profit de Fnac Darty, Groupe Rocher. Toutefois, Galeries Lafayette reste dans le top 5 puisqu'ils descendent que d'une place. Alors attention, une place, ça peut être 0,6 points par rapport à ce qu'on vient d'évoquer tout à l'heure. Donc ne sautez pas tout de suite du 7e étage si jamais vous venez prendre un pot avec nous tout à l'heure. Ces classements sont là pour donner des indicateurs et des évolutions. C'est pas absolu et des fois on est moyennement classé et néanmoins on répond parfaitement aux enjeux de l'entreprise en matière de marque employeur. Éditeur de logiciels en première position comme l'année dernière Dassault Systèmes, devant SAP cette année qui prend la 2e place et on a des ex-aequo en 3e position, Salesforce qui était déjà 3e l'année dernière et Oracle qui descend d'une place. Secteur entertainment et sport, mon cher Pierre. Alors, Ubisoft, malgré son actualité, reste en première position. Et vous voyez, ça c'est intéressant à voir. Souvent, quand on est au cœur d'une crise, comme c'est le cas d'une entreprise comme Ubisoft, ça ne veut pas dire les choses ne changent pas d'un coup. Comme j'aime à dire sur les entreprises qu'on accompagne, pour faire bouger des lignes, il faut au moins 3 ans pour avoir des impacts véritablement visibles. Donc, souvent, on a l'impression d'être dans une bulle et ça veut dire que plus personne veut de nous. Rassurez-vous, tous ceux qui vous aiment bien, ils vont continuer à vous aimer demain. Et Disneyland 2e et Française des Jeux 3e comme l'année dernière, mais sur le podium ex-aequo, la rentrée de la Compagnie des Alpes, donc une belle offre française qui rentre sur ce podium. Grande caution de e-commerce en première position comme l'année dernière L'Oréal, Procter & Gamble et HP, donc ex-aequo cette année, Procter et HP en 2e place. Des entreprises qui ont toujours été bien classées, notamment L'Oréal au classement général. On verra ce que ça donne tout à l'heure. Grande distribution avec des entreprises qui sont pour s'en challenger, comme Auchan, qui se retrouvent en 3e position, mon cher Pierre.
Oui, comme l'année dernière, mais qui doit faire partager son podium avec Monoprix qui rentre du coup dans le classement, et Carrefour et Leclerc gardent leur respectivement première et deuxième place. Et si je comprends bien, Casino n'est plus classé considérant qu'ils ne font plus partie véritablement du secteur. Secteur de l'immobilier, première position pour Bouygues Immobilier devant Vinci Immobilier, devant Nexity, donc inversion entre la première et la deuxième place dans le secteur. Dans l'industrie, secteur aussi qui est très haut en termes de classement général. Alors, dans l'industrie, Thales se fait supplanter par Airbus qui prend la première place du podium, mais reste donc en deuxième position Thales, et Dassault Aviation ne bouge pas, reste troisième dans ce podium. Et sur la droite, une trentaine... Sachant que Safran, qui est quand même aussi un des fleurons de ce secteur, reste quatrième comme l'année dernière. Très bien. Secteur de l'industrie pharma, qui avait énormément augmenté à la suite du Covid, augmenter sa notoriété, c'est aussi, quand on peut se le permettre, augmenter sa notoriété employeur. Sanofi toujours en première position, et cette année, Pfizer passe devant Johnson & Johnson, inversion entre la deuxième et la troisième position. Et vous découvrez sur la droite l'ensemble des acteurs qui sont benchmarkés. Donc l'ESA, pour les institutions, reste, voilà, l'espace fait encore rêver et reste donc en première position. L'armée de l'air cède sa deuxième place à la Banque de France, qui fait son entrée sur le podium. Et l'armée de l'air, du coup, passe de la deuxième à la troisième place. Avec donc, quand vous voyez New, c'est que c'est des entreprises qui n'étaient pas benchmarkées. Chaque année, avec les équipes de Pierre, on fait en sorte de vérifier qu'on n'oublie personne et de rajouter quelques acteurs et d'enlever des groupes comme Casino qui ne sont plus partis. Alors un secteur aussi qui est très très bien positionné sur le classement général, LVMH en première position devant Hermès et Chanel. Aucun changement par rapport à l'année dernière. Canal+ ravit la première place à TF1 du secteur média. TF1 prend du coup la deuxième place et France Télévisions reste en troisième. Secteur mutuelle assurance, Allianz qui était passé devant AXA l'année dernière, reste en première position et troisième Groupama. J'ai de la chance, mon cher Pierre, c'est encore un classement qui ne bouge pas. Alors, ça ne bouge pas non plus pour restauration, hôtellerie et tourisme. Accor, Louvre Hôtel Groupe et Club Méditerranée, sachant que le quatrième est un peu iconoclaste quand on voit les trois premiers du podium, puisque c'est Burger King, devant McDonald's. Alors attention, je rappelle, là on parle des classements sectoriels dans les grandes écoles d'ingénieurs et dans les grandes écoles de commerce. On pourrait vous présenter plein d'autres classements, d'ailleurs on verra le classement tout à l'heure dans les écoles d'ingénieurs, des écoles de management dans quelques instants. Alors un secteur un peu particulier, puisqu'on a 3 ex-aequo à la première place, Ramsay, O2 et Corian, et vous voyez les évolutions, donc tout ça est extrêmement serré dans ce secteur des services à la personne. On peut noter que Orpea reste là dans le classement, mais vous savez que Orpea a changé de nom, donc vraisemblablement pour s'appeler Emeis. Donc l'année prochaine, on testera peut-être Emeis, ou on leur laissera le temps. Et voilà, et Domitis est sorti du classement également cette année. Du podium. Du podium, pardon. Ensuite, services aux entreprises, Pierre. Services aux entreprises, JC Deco, il y avait un certain nombre d'égalités, on avait 4 égalités en deuxième place. Adecco, Sodexo, Bureau Veritas et Manpower. Et vous voyez qu'il y a un petit peu Sodexo reste. Par contre, Adecco également. Par contre, c'est Edenred qui monte sur le podium, qui complète le podium à égalité sur la 3e position. Secteur technologie, secteur aussi qui est très très bien classé au global, avec des taux d'attractivité employeur très élevés. Google a gagné plusieurs fois le classement général qu'on découvrira tout à l'heure. Donc Google devant Microsoft, inversion avec Apple par rapport à l'année dernière. Microsoft qui prend la 2e place à Apple, qui passe 3e. Dans le secteur des telcos, alors on a 4 acteurs, donc c'est un peu particulier, et 2 ex-aequo, donc les 4 sont dessus, mon cher Pierre. Tout le monde est content. Voilà, donc là, le calme plat, morne pleine, les équilibres ne sont pas bouleversés du tout. Ça n'a pas bougé du tout par rapport à l'année dernière. Vous voyez, pour faire bouger les lignes, il faut vraiment travailler à fond sa stratégie marque employeur. Air France devant SNCF et Groupe ADP pour le secteur transport et logistique. Alors on ne compare pas parce que c'est un nouveau secteur où on a regroupé le transport et la logistique, donc on n'a pas de point de comparaison par rapport à l'année dernière.
Et sur la droite, vous avez la comparaison des 15 acteurs. On peut noter l'entrée quand même un peu fracassante en 4e position de CMA, CGM. Là encore, une très jolie marque française. Qui vient de rentrer puisque ce n'était pas testé les années précédentes. Oui. Rodolphe Saadé pourra découvrir ça en détail. Energy Utilities, donc EDF devant Total Energy et Engie. On reste exactement dans les mêmes résultats. Alors, on parle souvent, par exemple, de forme de bashing qu'il peut y avoir sur Total Energy. Alors, c'est un débat dans lequel on ne va pas rentrer. On en a parlé avec Nicolas sur les sujets RSE tout à l'heure. La réalité, évidemment, vous le savez, est tout autre par rapport au sujet environnemental. Par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est une entreprise qui reste toujours extrêmement bien classée, qui attire beaucoup de jeunes encore et toujours. Sur la première édition, mon cher Gilbert, c'était le lauréat de la première édition de ce palmarès il y a maintenant 12 ans. C'est un petit peu moins bien aujourd'hui, mais ça reste extrêmement intéressant en termes d'attractivité employeur. Alors maintenant, on va passer au classement par typologie. Donc on va vous présenter les top 20 et le top 3 dans les écoles d'ingénieurs, les écoles de management, les universités et les bac+2. Qu'est-ce que ça donne dans les écoles d'ingénieurs? Je vous laisse découvrir là le classement de 4 à 20, donc les entreprises préférées des ingénieurs en 2025, donc avec cette étude qui a été réalisée sur la fin de l'année 2024. Et le top 3, Thales devant EDF, devant Airbus. On retrouve quand même beaucoup le classement industrie dans les écoles d'ingénieurs. Dans les écoles de management, Pierre, les entreprises classées de 4 à 20. De 4 à 20, avec la 4e place avec une entreprise technologique Apple et 5e place le luxe. Et si on regarde le podium, LVMH passe de la première à la 3e place pour les écoles de management, L'Oréal de la 2e à la première et Hermès cède de la 2e à la première et Hermès qui était 3e cède sa place sur le podium à Google. Alors, on parle des universitaires maintenant. Les universitaires, je vous laisse découvrir donc les entreprises classées entre 4 et 20. Et le top 3 maintenant, Google devant Apple, devant Ikea, donc Google qui prend la place de Decathlon qui était premier l'année dernière, LVMH était 2e, donc pas mal de changements dans ce classement, et L'Oréal était 3e, donc vous voyez qu'on a un rebalayage de cartes avec des écarts qui in fine à la fin ne sont pas très élevés, donc il faut relativiser, mais en tout cas une présence numéro 1 Google, 2e Apple, 3e Ikea. Nouveau classement, les bac+2, les filières pro. Alors les filières pro, vraiment, c'est une des nouveautés qu'on a pu faire donc grâce à France Travail cette année, avec quelque chose de très significatif. Et donc vous pouvez regarder là, donc de Ikea, Fnac Darty en 5e, Disneyland Paris, Mercedes étonnamment en 7e position. Et si on regarde le podium, donc c'est tout nouveau, il n'y a pas de comparaison. Decathlon à la première place. Donc, vous voyez, c'est vraiment là, on parle quand même avec une surreprésentation des jeunes qui suivent des formations diplômantes tout à fait opérationnelles. Donc, Decathlon, Apple et Leclerc. Alors maintenant, on va rentrer dans le classement de référence. Alors il est déjà sorti dans quelques médias, ou en tout cas le top 3. On va maintenant regarder tout ça un petit peu en détail. Avec une précision importante, c'est qu'on ne classe pas de façon visible les entreprises après la 100e place, pour une question de respect. Alors je raconte toujours chaque année la même petite anecdote. On a une entreprise qui nous a appelé l'année 2 ou l'année 3 en nous disant « J'ai peur d'être viré parce que je pense que je vais être très mal classé. De grâce, ne diffusez pas mon classement à tout le monde. » Et donc du coup, on respecte ça maintenant systématiquement. Et donc là, vous découvrez les entreprises par ordre alphabétique classées après la 200e position. Je vous rappelle qu'il y a près de 300 entreprises qui sont classées dans le classement. Ça ne veut pas dire que les résultats sont mauvais, ça veut dire que c'est des entreprises qui, dans l'esprit des élèves des grandes écoles de management et des grandes écoles d'ingénieurs, puisque là, on est vraiment dans les grandes écoles de management et des grandes écoles d'ingénieurs, sont au-delà de la 200e position. Les entreprises classées entre 101 et 200, vous les découvrez à l'écran maintenant. Je vous laisse faire, pour ceux qui nous suivent en digital, les photos, ceux qui sont en présentiel, regarder et découvrir les entreprises. Évidemment, Alain Damon, Pierre, les équipes de l'IFOP et d'Occurrence auront plaisir à vous présenter vos résultats détaillés et l'ensemble de vos classements si vous le souhaitez, si vous souhaitez aller plus loin pour construire la bonne stratégie marque employeur.
On va rentrer dans le concret, les entreprises entre 51 et 100. Est-ce que tu as un petit commentaire à faire, Pierre, dessus, ou quelque chose de particulier entre 51 et 100. Ou sinon, est-ce qu'on rentre dans la suite? Oui. Allez, les entreprises entre 21 et 50 que je vous laisse maintenant découvrir. Donc, je vous parlais de Total Energy tout à l'heure, hein, qui est quand même à la 21e position, que vous pouvez découvrir là, et qui, évidemment, se retrouve extrêmement bien classée. Donc, vous avez les entreprises classées entre 21 et 50. On rentre maintenant vraiment dans le cœur du réacteur, les entreprises classées entre 5 et 20. Est-ce qu'il y a des changements, Pierre, des choses à noter en particulier, des choses qui les sont marquées par changements, rapport je ne aux saurais acteurs pas dire, mais je vois quand même une certaine présence de nos fleurons, voilà, plutôt surreprésentés par rapport aux entreprises d'obédience étrangère. Et donc, vous découvrez le top 3 d'ailleurs, qui est un top 4, puisqu'on a 2 entreprises qui sont ex-aequo à la 3e place, LVMH et Microsoft. Le grand vainqueur cette année est L'Oréal, devant Google. Donc, numéro 1, L'Oréal, 2e, Google, 3e, LVMH et Microsoft, à égalité. Voilà ce que l'on souhaitait vous présenter, mon cher Gilbert, mon cher Pierre. Bravo, hein, c'était passionnant. Hein. J'ai vu plein de gens prendre des photos, mais on aura tous les résultats. Hein, il suffit de les demander. J'ai le 06 de Mathieu aussi hein, et celui de Alain. N'hésitez pas. Qui pourront évidemment fournir toutes les explications. Merci Pierre, ça a été parfait. Bon. Franchement, c'est la 2e fois qu'on le fait ensemble. J'attends impatiemment l'année prochaine. Merci beaucoup Mathieu. Merci Gilbert. On continue hein, déjà. On va lancer la prochaine N'oubliez étude. pas vos trophées et puis on se retrouve au 7e. Allez, à bientôt. Merci beaucoup.